J'ai toujours été très ambitieuse. Et en France, même en le disant, tu vois, je me dis que je vais potentiellement choquer quelques-uns ou quelques-unes, avoir quelques commentaires sur ce sujet, si je le dis. Et je me souviens, quand j'étais au collège, on m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et à l'époque, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup les robes et tout. Bref, une petite fille un peu cliché. Et on m'avait demandé, j'avais dit, moi, quand je serai grande, je serai à la place de Karl Lagerfeld. La naïveté, elle est très importante à cultiver. Et tu vois, c'est pas des taxis qui ont créé Uber. C'est pas des hôteliers qui ont créé Airbnb. Je pense que c'est pas des banquiers qui auraient pu créer Greengot. Quand on regarde un peu l'histoire, nos banques, nos principales banques, celles qui sont encore là aujourd'hui, ce sont des banques qui ont été créées il y a entre 100 et 200 ans, pendant les révolutions industrielles. Donc pendant l'avènement, techniquement, 1, du charbon, 2, du pétrole ensuite. Donc elles ont été construites là-dessus, comme toute notre société a été construite sur les énergies fossiles. Et ça fait maintenant 50, 30 ans qu'on leur dit qu'il faut qu'elles changent. Deux réponses, les politiques, ça fait longtemps qu'ils sont plus précurseurs, ils sont juste en réponse à l'opinion publique. Et 2, qu'est-ce qui a le plus changé ta vie dans les dernières années ? Est-ce que c'est Hollande ou est-ce que c'est Meta ? Est-ce que c'est Sarkozy ou est-ce que c'est Google ? Est-ce que c'est Macron ou est-ce que c'est ChatGPT ? Voilà, c'est tout. Salut Maud, comment ça va ? Salut Andrea, ça va très bien et toi ? J'ai découvert en écoutant l'un de tes podcasts que Greengot, il y avait ingot dedans, qui veut dire lingot en anglais. En plus, je suis pas très bon en anglais. Et donc Greengot, c'est le lingot vert. Exactement. Petite exclusivité dès le début du podcast. Et la mascotte, c'est un renard. C'est un renard, ouais. Sur ton profil LinkedIn, il y a écrit Maud Caillot avec le renard à droite. Ouais, c'était très important pour nous d'avoir... c'est pas tant une mascotte, mais une représentation. Quelque chose pour laquelle les gens vont pouvoir s'identifier. Et ça n'avait pas eu tout de sens de prendre un aigle, un lion, tu vois, un truc comme ça. Nous, on n'est pas là depuis 200 ans. On n'a pas 150 milliards sous gestion. En revanche, ce qu'on a, c'est qu'on est agile. On est a priori parfois plus malin que les autres. Et on arrive à aller plus vite. Donc c'est pour ça que le renard, ça nous représente bien. C'est la ruse, le renard. Vous êtes plus rusé. Parce que c'est vrai que si tu te bats, vous vous battez pas à armes égales, on va dire, face à l'industrie. C'est Robin des Bois, le renard, tu vois, pour notre génération. C'est le Disney Robin des Bois. C'est en effet celui qui se faufile. C'est Zorro. Il y a une idée de justice et il y a une idée de personnes qui vont s'infiltrer dans un système et réussir à le changer. Tu disais dans une conférence que à la fin, ce dont on se rappelle, c'est les histoires, les anecdotes, et qu'on se rappelle pas de grand-chose d'autre. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un même ou quoi que ce soit. Donc je commence pas le podcast par hasard. Pour toi, en termes de marketing, le storytelling, tu vois que tu as quand même bien cherché ton nom, tu vois, le petit animal, etc. Est-ce que tu penses que c'est l'une des forces de Greengot aujourd'hui, justement, de réussir à raconter une histoire dans un univers où l'écologie, t'en parlais aussi dans une conférence, tu disais que ça pouvait être aujourd'hui un peu péjoratif quand tu dis lui c'est un écolo, ça pouvait être vu de manière péjorative. D'ailleurs, ça on en parlera aussi après. Est-ce qu'il faut si vous êtes rusé de manière marketing aussi pour sensibiliser les gens à l'écologie aussi de la bonne manière? Ouais, alors il y a 3 questions dans ta question. La première, est-ce que autour du storytelling, des histoires et tout, il faut savoir que j'ai conscientisé ça plus tard, mais qu'en effet, quand moi j'ai l'honnêteté intellectuelle vraiment de sortir de ma personne et de voir qu'est-ce qui me touche, je vais toujours beaucoup plus retenir dans une soirée ou même dans un spot de pub ou dans une conférence la petite histoire plutôt que le gros chiffre ou le pourcentage. Alors, j'aime pas forcément le citer, c'est pas un personnage historique et que j'admire beaucoup, mais Staline disait quelque chose que je trouve très vrai. Il dit que 1000 morts, c'est une statistique, un mort, c'est une tragédie. Finalement, si tu reprends, alors on va laisser les morts là où ils sont et on va pas parler de ça, mais on va parler des choses plus joyeux. Mais si tu commences ton histoire ou ton récit par 27% de, 10% de, 90% de... Non. En revanche, quand je suis descendue dans la rue, hier, il y a une femme qui est venue me voir et en me tapotant l'épaule, je me suis retournée et là, tu vois, j'ai envie d'avoir la suite de l'histoire. Et ça, je vais le retenir et je vais pouvoir le raconter ensuite à mes amis à un dîner
Et ensuite, ils vont pouvoir le raconter eux aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à se propager. Et donc, ça fait le lien à la troisième question que tu avais. Est-ce que pour nous, c'était important d'être malin aussi en termes de marketing ? Évidemment. Parce que tu n'as pas les budgets des grosses banques. Boursorama a 100 millions de budget marketing par an. Putain, je D'accord ? pensais pas autant. Je ne dépense même pas 100 000 euros. Donc, évidemment que moi, Et il par faut contre, que... ton coût d'acquisition par rapport à Boursorama, il doit être énorme parce que du coup, vu l'acquisition de clients que vous avez, c'est ouf comment ça se propage. Comme quoi, le marketing, en fait, c'est pas... l'argent n'achète pas toujours les bonnes idées. En fait, une bonne ruse de marketing peut... bon, après, vous avez une cause, donc forcément, ça se propage aussi peut-être plus vite. C'est pour ça, c'est surtout les valeurs. Et nous, notre coût d'acquisition, du coup, il est beaucoup plus bas que Boursorama. Après, Boursorama, on peut aussi imaginer qu'ils ont énormément poncé leur marché et que maintenant, il faut qu'ils mettent plus d'argent pour aller chercher d'autres marchés. Bien sûr. Donc, je ne dis pas qu'on est plus smart que Boursorama. Évidemment, il y a aussi des gens très smart partout. Je dis juste qu'aujourd'hui, on peut faire en effet des choses qui sont très intelligentes et qui ne nécessitent pas 100 millions ou même 1 million de budget. Et que souvent, les idées qui sont les plus marquantes, ce n'est pas forcément des idées où tu as fait descendre 3 stars du PSG en montgolfière sur la place de la Concorde, qui t'auraient coûté, je sais pas, 10 millions d'euros. Ça peut être des choses qui sont beaucoup plus fun. En ce moment, on parle, il y a quelque chose d'un peu drôle qui s'est passé en marketing. C'est Timothée Chalamet qui a fait une vidéo sur un Zoom. Alors, Timothée Chalamet, il a peut-être coûté cher, ça c'est sûr, mais le coût de production du truc, c'est zéro. Vous êtes rusé en tout cas en marketing, ça je tenais à le souligner. Moi qui viens aussi du marketing, vous êtes une des marques un peu dans l'écosystème qui est douée en branding et je trouve que ça marche bien. Je sais pas si le mot c'est rusé. L'idée en tout cas c'est de réfléchir différemment. Et je sais pas si tu as dans ta vie des aspects créatifs, j'imagine que oui. Mais quand, par exemple, moi je fais beaucoup de dessins. Et quand on me demande dessine-moi quelque chose, c'est impossible. Tu sais pas par où commencer, qu'est-ce que tu vas faire. En revanche, dessine-moi quelque chose qui ressemble à un arbre avec du orange et que avec je sais pas, du fusain. Là, tout de suite, dès que tu as une contrainte, ça éveille l'esprit et ça va faire que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ton imagination et beaucoup plus loin dans toutes les idées qui vont arriver. Et donc, nous, on a des très grosses contraintes, à savoir qu'on n'a pas l'argent des plus grosses banques. On n'a pas, du coup, tous les cerveaux des agences, des plus grosses agences qui réfléchissent pour nous. Et en revanche, il faut qu'on fasse le même niveau de service que les grosses banques, qu'on ait un produit qui soit au même niveau de sécurité, avec le même niveau de confort, et en plus de ça, qu'on ait tous les Français qui nous rejoignent. Donc ça fait des belles contraintes. Tu disais qu'on t'a beaucoup critiqué au début d'avoir trop d'ambition. C'est vrai que tu as commencé super jeune. C'est pas commun de lancer une néobanque aussi jeune. Je crois que tu avais 25 ans, c'est ça, ou plus jeune. Et du coup, comment tu as vécu ça ? Ça m'intéressait de savoir, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a une ambition qui peut aussi décorréler de l'ambition peut-être moyenne des gens. Et du coup, ça peut peut-être retourner aux autres peut-être des peurs qu'ils peuvent avoir, tu vois, des choses qu'ils vont peut-être pas oser faire, que toi, tu as osé faire jeune. Mais en tout cas, c'est pas commun, je trouve, de lancer une néobanque à 25 ans. Tu peux nous raconter le début parce qu'il faut être aussi peut-être un peu naïf, je pense, pour lancer une banque à 25 ans, encore une fois, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ouais. En effet, j'ai toujours été très ambitieuse. Et en France, même en le disant, tu vois, je me dis que je vais potentiellement choquer quelques-uns ou quelques-unes, avoir quelques commentaires sur ce sujet, si je le dis. Et je me souviens, quand j'étais au collège, on m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et à l'époque, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup les robes et tout. Bref, une petite fille un peu cliché. Et on m'avait demandé, j'avais dit, moi, quand je serai grande, je serai à la place de Karl Lagerfeld. Voilà. Okay. Et pour moi, c'était pas du tout choquant. C'était pas prétentieux non plus, c'était pas orgueilleux, c'était le rêve que j'avais et je me projetais là-dedans. Et je me souviens que le lendemain, j'avais 2-3 personnes, t'es dans la cour de récré, qui se retournent quand tu passes, elles te regardent mal, t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Et non, mais c'est parce que hier, t'as dit que tu voulais être Karl Lagerfeld. Et tu es genre là, bah oui. Et non, ça se fait pas, ça se dit pas, moi, tu te rends compte et tout. Et c'était vraiment l'idée de vouloir être ambitieux. Et je me souviens d'avoir été un peu gênée, un peu chiffonnée, en mode, ok, j'ai peut-être fait en effet une erreur. Où est-ce qu'elle est, cette erreur ? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de me dire ? Et finalement, il en faut un de Karl Lagerfeld, après la Karl Lagerfeld. Donc pourquoi ce serait pas moi ? Et en fait, ça vient vraiment d'une éducation qui est un petit peu différente, parce que moi, j'ai eu la chance de naître dans un foyer où il y a eu vraiment 2 éducations, enfin en tout cas 2 cultures qui se sont mélangées. Ma mère, elle est iranienne, donc elle est partie d'Iran à la Révolution. Elle est arrivée en France à 18 ans, donc elle a commencé ses études en France, et elle a rencontré mon père qui est pour le coup franco-français,
depuis des générations dans la culture un peu traditionnelle, catho, mais sans être très pratiquant, scout, famille nombreuse et tout ça. Et donc j'avais d'un côté une maman et une famille déracinée et donc immigrée qui, elle, a dû se battre pour absolument tout dans les nouveaux pays où elles sont arrivées, et qui du coup avait vraiment cette rage de nous faire comprendre à ma sœur et moi que dans tous les cas, personne ne t'attend, donc bats-toi et fais ta place, mais tout est possible. Parce que, regarde, on a pu faire ça, et donc on avait des vrais exemples dans la famille de personnes qui sont arrivées, mais à zéro, avec 0 € en poche, sans parler la langue, sans avoir d'amis sur place, enfin, bref, et qui ont réussi à faire des choses. Et de l'autre côté, mon père, qui, quand par exemple je lui ai annoncé que je faisais Grignotte, m'a regardé, a pouffé et m'a dit « Mais Maud, mais t'es sûre que tu veux pas faire médecine ?» Voilà, parce que médecine, c'était la sécurité de l'emploi, c'était la sécurité financière aussi, enfin, t'avais tout ça. Puis t'étais super jeune en plus. Ouais, 25 ans, j'avoue, Après, les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes. Hein. Il suffit de voir aux États-Unis la Mercor, je crois qu'il y a une des entreprises qui croient le plus au monde de tous les temps. Je crois qu'ils ont 21 ans, donc ça se rajeunit. Mais après, je trouve que c'est aussi dans un projet qui demande aussi quand même pas mal de maturité, encore une fois. Lancer une banque, surtout une banque qui se dit verte, c'est d'autant plus complexe. Mais c'est ça que j'aime bien aussi chez les entrepreneurs, c'est que du coup, il y a une espèce de forme d'ambition mêlée à de la naïveté, mais dans le bon sens du terme, qui fait que les gens se lancent et qui lancent des projets comme ça, tu vois. Mais... Je pense qu'un des concepts clés dans l'entrepreneuriat, c'est la naïveté. Et moi, la naïveté, je l'entretiens. Vraiment, je l'imagine comme une petite plante que j'arrose tous les soirs. Il faut absolument la garder, parce que la naïveté, ça te permet d'avoir ce regard neuf. C'est les lettres persanes, c'est Candide, c'est ce qu'on apprend au collège, au lycée. C'est vraiment ce regard neuf qui vient de cette naïveté et qui va te permettre de remettre en question, remettre en cause des choses on l'a toujours fait comme ça. Voilà, pourquoi est-ce qu'on changerait ? Je pense que toi, tu as sujet d'optimisme aussi. Naïveté, je vais ajouter peut-être aussi, parce qu'en fait, dans un combat du quotidien que tu dois avoir, tu es obligé de rester optimiste face peut-être aux bâtons, etc., qu'on puisse te mettre dans les roues. Tu les vois pas tout de suite, les bâtons. Et tu les vois pas tout de suite aussi qu'il y avait 14 sommets, tu vois. Tu vois le premier et tu dis, attends, on va là, ça va. Et puis après, tu arrives à un faux plat, tu es genre, oh, waouh, il y en a un deuxième. Et puis après, tu arrives, oh, attends, mais c'est quoi cette chaîne de l'Himalaya qui est devant moi ? Donc non, la naïveté, elle est très importante à cultiver. Et tu vois, c'est pas des taxis qui ont créé Uber. C'est pas des hôteliers qui ont créé Airbnb. Je pense que c'est pas des banquiers qui auraient pu créer Greengut. Il y a un truc que tu dis que j'aime beaucoup. Tu dis qu'aujourd'hui, investir dans l'écologie, c'est comme avoir pu investir dans Apple, en gros, il y a 15 ans, tu vois. J'aime bien cette idée-là parce que c'est vrai que quand tu réfléchis de manière macro, entre les réglementations qui vont arriver et toutes les innovations aussi qui vont arriver dans plein de domaines, il va y avoir une opportunité économique. Et j'aime bien cet angle-là parce que souvent, tu disais, c'est chiant parce que dès qu'on parle d'écologie, on a l'impression qu'on parle de philanthropie. Mais en fait, non, en fait, c'est juste, ça va être une opportunité de gagner de l'argent. Et j'aime bien cette idée-là. D'ailleurs, j'ai reçu Arthur Aubeuf. Ici, je recommande les gens qui nous écoutent d'aller voir l'épisode. Et on avait un petit débat là-dessus où moi, je disais que c'est important de mêler argent et écologie. Parce que si tu parles que d'écologie, forcément, la personne, quand elle place son argent, elle a envie d'avoir un rendement. Elle n'est pas là pour faire de la philanthropie. Tu vois, elle a besoin d'avoir des intérêts. Et donc, c'est bien de lui dire que c'est plutôt une opportunité business, tu vois, et qu'elle va pouvoir gagner de l'argent avec, que juste de la philanthropie. Sinon, tu vas avoir du mal à amener les gens vers l'écologie, tu vois. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord dans l'idée il faut parler de finances et de rendement parce que ça va intéresser tout le monde. De facto, en fait, je pense qu'il y a juste 2 typologies de personnes. Tu vas avoir des personnes pour qui juste l'idée de faire du bien avec son argent suffit pour se dire qu'elle va placer cet argent-là. Et techniquement, ça devrait suffire à tous les Français, vu de quoi ils se satisfont actuellement sur les rendements d'un livret A ou de leur fonds euro. Hein, oui, peut-être entre 2% et 0, peut-être qu'ils vont peut-être choisir le 2%. Ouais, mais alors attends, tu fais pas du tout 0, c'est le sujet d'après, mais tu fais pas du tout 0 sur de l'investissement vert. Oui. En plus de ça, donc tu as en effet l'argument qui est juste, vous allez faire du bien, vous allez pouvoir être fiers pour vos enfants, pour vous-même, regardez ce que vous avez réussi à faire et ce que vous avez permis de faire dans le monde. Ça peut suffire pour une certaine catégorie de population, mais en effet, ne soyons pas naïfs. Si ça avait suffi pour la majorité, l'écologie serait déjà en tête de tous les scrutins, en tête de toutes les consommations, enfin bref. Donc évidemment que derrière, il faut qu'il y ait un intérêt personnel, plus perceptible, plus personnel et plus immédiat.
Et ça, sur les aspects financiers, évidemment, ce sont des questions de sécurité, mais aussi surtout de transparence et de rendement. Transparence et rendement, évidemment. Et donc, au niveau du rendement, quand on dézoome, justement, moi, quand je parle de la finance verte, tout de suite, c'est parce qu'il y a eu un très bon travail de la part des lobbies, justement, anti-finance verte, où les gens se disent tout de suite, OK, finance verte égale philanthropie, égale, je vais faire ma thune ailleurs, et puis quand j'ai mes centimes, mes pièces jaunes, je vais le mettre dans la finance verte. Non, je trouve que c'est un réflexe, vraiment, ils ont réussi à créer ça dans la tête des gens. C'est pour ça que je t'en parlais, mais c'est pour ça que j'aime bien ton discours. Effectivement, il va y avoir, je pense, des belles opportunités. Mais justement, sauf que quand tu dézoomes et que tu regardes finalement quels sont les rendements de la finance verte, aujourd'hui, alors, vas-y, un chiffre. S&P Clean Energy, sur cette année, d'accord, donc là, on enregistre, on est fin novembre, sur cette année, c'est plus 50% de rendement. OK ? Le S&P, c'est plus 14%. C'est quoi 50% de rendement ? C'est-à-dire que tu places 100, tu gagnes 50 ? C'est ça. Ok, mais du coup, c'était forcément beaucoup plus risqué, non ? Ou parce que ça paraît gros comme... C'est un panier, tu vois, c'est un ETF. Ok, c'est un ETF. Donc, et t'as les rendements des autres années précédentes ou... Je l'ai pas... On se rend compte que là, 50%, c'est énorme, mais ok. En tête, ça donc, a le dû S&P, fluctuer donc en gros, c'est quoi ? peu. C'est les 5... Combien je sais pas, genre les 100 plus grosses entreprises, les 100 meilleures entreprises écologiques qui font du business et qui... C'est sur les Clean Energy. Les S&P 500 à ce moment-là, sur la même période de l'année, c'est à peu près 16% ou 15%. MSCI World, pareil. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les S&P 500 et MSCI World, ce sont pareil des paniers qui représentent assez fidèlement l'économie mondiale, la progression de l'économie mondiale, avec une surreprésentation évidemment aux États-Unis, puisque les plus grosses entreprises sont aux États-Unis. Donc, tu as ça. Regarde ce que fait la Chine. Est-ce que la Chine est profondément écologiste au fond d'elle ? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour porter un jugement de valeur, mais a priori, pas forcément. En tout cas, elle n'a pas forcément donné énormément de signaux pour dire qu'elle voulait sauver les ours polaires ou que le destin des dauphins ou des orques au Marineland, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Okay ? En revanche, quand on regarde où vont les financements aujourd'hui de la Chine, c'est massivement vers les secteurs de la transition. Et la Chine a exporté pour plus de technologies vertes dans le monde, donc ça veut dire voitures électriques, batteries, énergie renouvelable, que les États-Unis de pétrole, de charbon ou de gaz cette année. Donc la Chine, c'est 120 milliards d'exportations de technologies vertes cette année. Les US, quand tu regardes tout ce que Trump fait pour justement ces énergies fossiles et l'exportation de ces énergies fossiles, c'est 80 milliards. Okay ? Est-ce que la Chine fait ça par pure philanthropie ou est-ce qu'elle pense qu'il y a une vraie opportunité économique ? Je te laisse juger et je vous laisse juger. Mais... il faut se poser les bonnes questions. Et donc, en effet, nous, on pense qu'avec Green Gut, donc nous, on est convaincus dans le fond de nos cœurs qu'on a envie de sauver les ours polaires et les arbres et tout. Évidemment. Mais on pense aussi, très sincèrement, qu'on est à une croisée des chemins. Comme on l'était en 1900, quand on pouvait investir soit dans des chevaux plus rapides, donc le système comme il était, soit dans Ford, un petit mec qui a inventé quelque chose d'assez intéressant, soit dans les années 2000, quand on pouvait encore une fois investir dans... qui était le leader de l'époque, à savoir Nokia, et donc continuer comme on avait toujours fait, ou investir dans, pareil, un nouveau petit mec qui avait créé l'iPhone. Donc là, on est vraiment à une croisée des chemins où on doit choisir en tant qu'investisseur d'investir soit dans, comme on a toujours fait, qui a priori sur l'industrie du passé, et dans tous les cas vont un jour être une industrie du passé, puisque par définition, c'est pas renouvelable, donc le fossile, à un moment donné, il n'y en aura plus. Ou investir dans les nouvelles technologies, les innovations et les nouvelles sources d'énergie qui, de facto, vont prendre toutes les parts de marché. Donc, en tant qu'investisseur, où est-ce que tu penses faire le plus d'argent ? Voilà. En fait, la transition que je veux faire, c'est que tu disais que pour changer les choses d'un point de vue écologique, si tu prends les maillons au fur et à mesure, le dernier maillon, c'est quand même l'argent qui contrôle tout. C'est ce que tu disais un petit peu. Tu disais que les banques, 95% des fonds qu'on a dans les banques, 95%, elles sont investies dans des business avec des énergies fossiles, c'est ça ? Ouais, alors c'est assez compliqué d'avoir le chiffre exact parce forcément, que parce qu'il y en a qui ont bilan... plus ou moins aussi, non ? Enfin, oui. l'énergie fossile, tu peux pas en mettre à 1% ou être à 99%, donc ouais, si c'est 1%, est-ce que ça rentre dedans, tu vois ? Alors en fait, ça du coup, tu vas pas regarder en termes d'entreprise, mais en pourcentage de l'activité des entreprises. Donc ça te permet d'avoir des parts vertes qui sont assez bien représentatives ou des parts brunes qui te donnent une bonne représentation de à quel point c'est exposé fossile ou pas. Oui, mais comment tu l'as... Parce que si les banques mettent 95% de leur investissement dans des business où il y a de l'énergie fossile, on ne sait pas s'il y a certains business qui sont à 5% dans leur camembert d'utilisation d'énergie fossile ou 90%, tu vois. En fait, si elle prête 100 par exemple à Total,
Total, je sais que 90% c'est fossile et 10% c'est renouvelable. Voilà. Donc je vais ça, c'est avoir fossile. 90... Mais dedans, il doit y avoir des boîtes qui ont 10% d'énergie fossile, 90% peut-être d'énergie non fossile, mais elles sont quand même peut-être dans le classement des 95%. Non, justement, tu as des méthodologies qui sont assez claires pour vraiment voir au niveau de l'activité de l'entreprise et pas avoir un label au niveau de l'entreprise. Ok. Par exemple, Donc les 95%, c'est quoi? Donc c'est des entreprises qui sont à plus de 50% dans l'utilisation d'énergie fossile comme Total, par exemple. Justement, je te dis, le 95%, il est assez difficile il est difficile de savoir exactement quel est le chiffre. En effet, pour par exemple 1 euro d'énergie renouvelable, tu avais 2 euros dans les énergies fossiles et tout. Tu as plusieurs stats comme ça, mais en fait, il faut que tu regardes au niveau d'un bilan de banque. La transparence, elle est un peu compliquée à avoir et tout. Mais en effet, tu as la majorité qui va vers les énergies fossiles. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que concrètement, ça va financer des activités qui sont liées directement à la production d'énergie fossile, à savoir donc des puits de pétrole, des mines de charbon, des extractions de gaz, mais aussi tout ce qui va être pipeline pour les transporter et tout ça. Et tout ce qui est chimique finalement, tout ce qui relève du chimique. Oui, après, tu as toute l'industrie du plastique, tu as toute l'industrie, tu as énormément de choses qui dérivent. Ça touche quand même beaucoup d'industries et de bois, du coup. Mais je suis entouré de pétrole, là. Ouais. Ça, c'est du pétrole. Non, ça, c'est du métal, mais tu as des parties en plastique, évidemment. Ça, ce tissu, ça doit être aussi, tu vois, je sais pas, du nylon, quelque chose, c'est du pétrole. Enfin, il faut qu'on soit OK avec le fait que le pétrole a été quelque chose de extrêmement important dans nos vies, dans nos civilisations, mais qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui est en train de scier la branche sur laquelle on est et qu'il est extrêmement important de changer. Et du coup, tu disais que quand on met son argent à la banque, du coup, il les place dans des énergies fossiles, on va dire, globalement à 95%, donc presque à 100%. Et donc, du coup, c'était risqué parce que les banques étaient ultra exposées. C'est pas comme si elles avaient un portefeuille varié avec, je sais pas, 50% de boîtes à énergie fossile, 50% de boîtes vertes, par exemple. Et du coup, c'était plus varié. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, si je puis dire, on est vachement exposé en fait quand on met notre argent dans une banque traditionnelle parce que du coup, c'est placé dans la majorité des cas dans quelque chose qui n'est pas écologique, quoi. En fait, d'un point de vue macro, il y a un double risque dans effet d'avoir son argent qui soit exposé aux énergies fossiles. Le premier risque, c'est un risque d'opportunité, à savoir que tu vas perdre de l'argent parce que tu n'auras pas saisi l'opportunité de financer la transition, qui, elle, a des belles perspectives. Dans le sens où c'est moins rentable, en gros? Dans le sens où si tu places 100 euros et que tu aurais pu avoir un placement qui te rapporte 200 euros derrière, c'est un risque d'opportunité. Enfin, tu as raté l'opportunité. Okay. On peut considérer ça comme une perte. Mais bon, c'est pas une perte sèche pour toi non plus. En revanche, là où c'est plus problématique, c'est qu'un point de vue macro, tu peux en effet voir un vrai risque systémique du fait que nos banques sont très exposées aux énergies fossiles. Donc elles ont énormément d'investissements et de financements qui vont dans les industries des énergies fossiles. Juste pour te donner un ordre de grandeur, à ton avis, depuis l'accord de Paris, donc depuis le moment 2015 où tout le monde s'est tapé dans la main en mode les banques, les États, ouais, on arrête le fossile, viens la transition, c'est cool. À ton avis, combien les banques ont alloué d'argent au secteur donc directement aux énergies fossiles? C'est super dur, je connais pas leur montant d'investissement au total, donc c'est dur de me rendre compte. C'est une question dure, je te coince. C'est une question difficile, parce que je sais pas combien ils investissent globalement, mais quand tu dis investir, c'est l'argent des Français qui sont dans les banques qu'ils investissent après? Non, je te parle au point de vue mondial, et tout ce que les banques ont donné comme argent, donné donc en forme d'investissement, en financement, hein, pas de dons évidemment, mais ont alloué comme argent aux énergies fossiles. En termes d'ordre de grandeur, ça fait... Est-ce que c'est quoi 0,5 fois le PIB de la France, une fois? Franchement, j'en ai aucune idée, je vais dire une énorme connerie. Il vaut mieux que je me taise là, je pense. Je peux dire une connerie, j'imagine que c'est en milliards, mais après, je sais pas. C'est clairement en milliards, tu vois. Si on est dans le milliard, on s'approche. Mais en plus, donc mondial ou juste en France? Mondial. Mondial, il faudrait avoir le PIB global, mais je sais pas, je dirais comme ça 100 milliards. 7 900 milliards. C'est l'équivalent de 3 fois, enfin 2,5 fois le PIB de la France. Ah pardon, je pensais dans l'investissement dans les énergies vertes. Non, ok. Je voulais faire l'inverse parce que du coup c'était petit, sinon j'aurais dit beaucoup plus. Vu que c'est 100% des investissements. Alors c'est pas 100% d'investissement évidemment, mais c'est une majorité. 95% des banques. C'est une majorité et donc 7 900 milliards, ça représente 2,5 fois le PIB de la France. Avec ça, tu peux acheter une fois le CAC 40. En fait non, tu peux acheter 2 fois le CAC 40. Tu peux même acheter 3 fois le CAC 40 avec cette somme. Genre toutes les entreprises du CAC 40, tu peux les acheter. C'est fou quand même, hein, pour donner un peu un ordre de grandeur. Ouais. Et donc, nos banques, elles ont mis tout cet argent, et là je te parle que depuis 2015, vers les énergies fossiles. Et le risque systémique qu'il y a,
donc pour notre système, mais aussi du coup, à la fin, in fine, pour nous, petits épargnants, c'est que ces actifs-là deviennent des actifs, ce qu'on dit, échoués. Ça veut dire que avec les réglementations, avec le retour sur investissement, parce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir du pétrole. Il y a un siècle, il fallait 1 baril de pétrole, donc l'équivalent en énergie d'1 baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, il faut l'équivalent de l'énergie de 1 baril de pétrole pour en extraire 10, d'accord, en moyenne. Donc on voit bien que c'est de plus en plus dur de creuser, que c'est de moins en moins rentable d'aller chercher du sable bitumineux, du gaz de schiste, du pétrole, donc conventionnel et tout ça. Et donc, tu as ce risque, donc c'est moins rentable. Le risque des réglementations, par exemple, un jour, l'Italie, ils ont dit, en fait, non, vous creusez plus. La Norvège, pareil. Ils se sont dit, oh non, on arrête. Tout ça là, on vous l'a donné, mais en fait, non, on vous le reprend, c'est fini. Et tu as un risque aussi, évidemment, de juste que le marché se retourne. Et donc tout ça, ça ferait que ces actifs deviennent échoués. Donc un actif échoué, c'est quand un actif vaut 0. C'est un peu la crise des subprimes. D'accord ? Après, il ne vaut pas 0 du jour au lendemain, mais... Tu sais pas. Ça fonctionne du marché. Ça peut valoir, en effet, ça peut se déprécier énormément, ça peut valoir 0. Ça dépend, évidemment. Tous les actifs fossiles n'ont pas une étiquette actif fossile. Ils ne vont pas d'un coup valoir 0. Évidemment. Mais ce qui est très compliqué, c'est que nos banques, elles sont sur une ligne de crête. Entre vendre tous ces actifs, s'en séparer, et d'un coup, du coup, le marché tombe, et donc ça ne vaut plus rien. Et de l'autre, les garder, mais être exposé à tout ce qui va être les aléas des réglementations, les aléas climatiques, évidemment, parce que si elles les gardent, ça veut dire que tu as de plus en plus d'activités fossiles, et donc on a de plus en plus de réchauffement climatique, et donc notre économie est de plus en plus exposée à tout ce que, tu vois, genre, je sais pas, plus de grêle, plus de chaleur, donc tout ce que ça peut vouloir dire en termes de diminution de points de PIB, et de diminution de croissance, et de diminution d'activité juste économique. Et donc, elles sont comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça ? Est-ce que les banques sont foncièrement anti-écolo, ou est-ce que c'est des gens méchants, ou un patron qui est là à rigoler d'un rire sadique en caressant son chat sur son bureau ? Moi, je pense pas. Moi, j'ai un biais, tu m'as dit optimiste, donc je pense pas. Quand on regarde un peu l'histoire, nos banques, nos principales banques, celles qui sont encore là aujourd'hui, ce sont des banques qui ont été créées il y a entre 100 et 200 ans, pendant les révolutions industrielles. Donc, pendant l'avènement, techniquement, 1, du charbon, 2, du pétrole ensuite. Donc, elles ont été construites là-dessus, comme toute notre société a été construite sur les énergies fossiles. Et ça fait maintenant 50, 30 ans qu'on leur dit qu'il faut qu'elles changent. Sauf qu'il faut vraiment imaginer ça comme des énormes paquebots. C'est des Titanic, les trucs. Bien sûr. Donc, pour changer le gouvernail, il faut être un capitaine déjà un peu courageux, il faut le dire, attends, on change de cap, et ensuite, il faut mettre le truc en place. Sauf que, qui va les encourager à changer de cap ? Puisqu'elles ont dans leur modèle de prédiction, elles n'ont pas le risque climatique, puisque ça n'est jamais arrivé encore. Les actionnaires, je dirais. Là, oui, ok. Mais les actionnaires, pourquoi est-ce qu'ils demanderaient à changer ? Est-ce que c'est justement pour les ours polaires ou les arbres ? Non. Et c'est pour ça qu'avec GreenGut, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est évidemment, aujourd'hui, on a 200 millions d'euros sous gestion, on les investit dans la transition pour faire advenir plus d'entreprises qui font les choses bien. Mais on veut surtout aussi inspirer nos grandes sœurs, les grandes banques, pour changer. Et pour ça, je pense qu'il y a un seul argument. On a essayé les ours polaires et tout, ça ne marche pas. Il y a un seul argument auquel elles sont vraiment réceptives, c'est l'argument business. Si elles voient que GreenGut est un succès commercial monstrueux... C'est ce que je te disais au début. Elles vont s'adapter. Cool. En fait, c'est ça qui peut vraiment faire le succès de GreenGut, je pense, c'est d'avoir cette approche business. Tu vois, je trouve ça intéressant. Tu développes une boîte écolo, dans le bon sens du terme, parce que les gens disent que c'est péjoratif parfois. Et en fait, on fait que parler de business depuis le début du podcast, et c'est ça qui me plaît, en fait, c'est de montrer que l'écologie, en fait, c'est une opportunité et qui va apporter plein de bonnes choses. Effectivement, en général, tu le fais pas que pour l'argent, parce que si t'es pas trop bête, tu sais que c'est important de soigner la planète sur laquelle t'es. Mais ça me plaît bien qu'on parle que business, en fait, aujourd'hui, pour que les gens se rendent compte qu'en fait, ça va juste être c'est le monde de demain, en fait, un monde plus écologique. Qu'il faut pas rater. Et qu'il faut pas rater. En fait, c'est une opportunité que tu peux pas rater. Et c'est comme ça que ça va changer, je pense. Tout est aligné. Tu peux potentiellement faire, grossir ton épargne, tout en finançant des choses qui sont alignées avec tes valeurs, et en voyant en toute transparence l'impact que tu as. Puis après, tu transmets à tes enfants. Ce qui est cool dans GreenGut, c'est qu'on peut voir l'impact aussi qu'on peut avoir. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus, tu as l'impact un peu combien tu as fait économiser de carbone, ce genre de choses Ouais, alors tu as un planisphère où tu peux voir exactement tout ce qu'on a fait, donc les investissements qu'on a, mais aussi les dons. Parce qu'il faut savoir que chez GreenGut, on a ce petit côté quand même, sauver le monde, fleurs bleues et tout, on aime bien.
Et donc, on a cette vision du monde où on est là pour changer l'économie, donc la faire shifter vraiment, en utilisant la force du système contre lui, un peu comme le judo, et de faire en sorte de réorienter l'argent vers les entreprises, mais qui sont des grosses entreprises qui font les choses mieux et qui vont nous permettre de limiter les émissions de CO2. Mais on pense aussi qu'il y a des pans de nos vies qui ne doivent pas être économiques. Et ça doit rester ainsi. On pense qu'il y a des assos où il ne faut pas qu'il y ait de retour sur investissement quand on leur donne de l'argent. On pense qu'il y a des domaines où, en effet, il ne faut pas qu'on se dise « Ok, combien tu vas me rapporter cette année ?» Parce qu'on pense que ça ne doit pas être ces logiques-là qui doivent être suivies. Okay. Et donc, avec les cartes Gringot, donc les cartes de paiement, à chaque fois que tu payes, en fait, le commerçant, ce qu'il va nous redonner, et ça, c'est pas que pour les cartes Gringot, c'est ce qu'on appelle les frais d'interchange. Chaque fois que tu payes ta carte, le commerçant, il redonne un truc à ta banque, un pourcentage du montant. C'est pour ça qu'il y a des commerçants qui sont pas très chauds de prendre la carte. Ouais. Et bien, ce pourcentage, qui est une très grosse source de revenus pour les banques de détail, nous, on le redonne entièrement à des assos. Et c'est pour ça que c'est très fort, c'est qu'à chaque fois que tu payes avec ta carte Gringot, tu fais un don, mais c'est pas toi qui payes. Trop bien. C'est même tu pas choisis où tu veux donner ou pas? Tu peux choisir en activant l'arrondi, évidemment. Tu peux choisir aussi parce que nous, on fait des grandes campagnes, c'est la communauté, on en parlera certainement, mais elle est au centre de tout avec Gringot parce qu'on est ambitieux, mais on n'est pas complètement con non plus et pas complètement naïf. Donc, on a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui nous soutiennent. Et donc, tu peux voir un peu un mouvement Gringot aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent autour du projet, même qui communiquent, qui deviennent des citoyens actifs finalement. Tu as des gens qui sont derrière Gringot, mais qui poussent le projet. Ils sont fiers et on en est très fiers aussi. Et je pense je pense que ça fait un peu un bol d'air aussi, un discours qui est là en mode on n'est pas parfait, on va se construire petit à petit, on part de rien, voilà où on va arriver, mais on pourra le faire qu'ensemble. Et voilà où est-ce qu'on va orienter l'argent. Alors ça n'a pas d'impact neutre, c'est pas un truc qui va sauver le monde tout de suite. En revanche, voici comment est-ce que ça améliore les choses, voici où est-ce qu'on veut aller, voici le plan sur 20 ans, sur 50 ans. Et ça, évidemment, on adhère. Qu'est-ce qui fait que si le rendement dans des produits, dans un ETF par exemple écologiste et on va dire vert et un ETF avec des énergies fossiles, à rendement équivalent, pourquoi les banques ne proposent pas plus d'ETF verts? Parce que si le rendement est pareil d'un point de vue business, tu vois, au final... Non, il est supérieur, je te dis. Même le vert. Après, ça dépend lequel. Ça dépend évidemment. Je dirais qu'en moyenne, globalement, les ETF verts ont des meilleurs rendements. Bah écoute, là, il y a un article des Échos qui est sorti la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui dit justement les fonds verts surpassent tous les autres et le marché. Aux États-Unis, avec Trump qui est arrivé, tu as l'impression qu'il y a un gros recul de l'écologie, mais en fait, ça continue, sauf que les gens le disent pas, pour pas froisser justement les républicains et tout. On a beaucoup parlé du Texas, par exemple, qui est en mode, ouais, Texas, fossile et tout. Texas, il faut savoir que c'est l'État qui est pionnier et leader dans tous les États aux États-Unis de l'énergie éolienne. Okay. Donc, tu vois, tu as énormément de choses qui se passent, évidemment. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas donc je vais poser ma question. À rendement supérieur, c'est encore plus bizarre. Pourquoi, si les ETF verts sont plus rentables, on n'en propose toujours pas autant? Qu'est-ce qui fait que ça bloque en fait dans les banques traditionnelles? Tout bloque dans une banque traditionnelle. Qui décide? Où est le rouage? Et regarde. Oui, mais là, ils sont là pour proposer les meilleurs produits à leurs clients, tu vois. Non. Elles sont là pour proposer les produits qui leur apportent plus. C'est pas les meilleurs produits. Mais généralement, si tu as un produit qui te rapporte 50%, tu peux prendre une com plus grosse, donc tu peux t'enrichir plus en tant que banque. Alors là, on parle vraiment des sociétés de gestion et tout, mais le banquier ou la banque en elle-même, dans tous les cas, enfin, moi, tu vois, je viens de Dijon, je viens de la province. Moi, mes parents, ils n'ont jamais investi sur les marchés. La seule fois où mon père a voulu aller en bourse, son banquier lui a proposé le tunnel du Mont Blanc. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est pas ultra bien passé en bourse, d'ailleurs, ni pour les gens qui ont pris le tunnel. Bon, depuis, je ne suis pas là à dire que c'est pas bien, ça a repris. Et France Télécom. C'est pas des gens qui avaient fait tracé des courbes en mode ça allait être ouf, évidemment. Tu vois, ils sont là pour avoir quelques pigeons, en l'occurrence, en province, des personnes qui sont pas ultra informées, comme mon père ou mes parents, qui ont voulu investir. Il y en a beaucoup. Et donc, non, je pense qu'il faut... C'est là où la force de notre génération et de l'accès à l'information qu'on a, c'est qu'on peut commencer à s'informer seul et à choisir les personnes qui vont nous conseiller. Mais le modèle de banque de détail où on vous propose blinder vos livrets et ensuite aller sur des fonds euros d'assurance vie, c'est pas risqué, mais voilà, et ensuite on te tue de frais, c'est pas ce qui est le mieux pour l'épargnant.
Donc, je pense qu'il faut décorréler. La logique, elle n'est pas forcément de conseiller au mieux l'épargnant, elle est aussi de servir au mieux les intérêts de la banque. Okay, et donc, pourquoi est-ce qu'elle ne change pas les banques? Encore une fois, on revient sur ce côté paquebot Titanic. Okay, alors, les banques, elles sont là. Leur argument, quand nous, on vient chez elles et on leur dit alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne changes pas? C'est que nous, les banques, donc je te dis ce qu'elles nous disent, hein, nous, les banques, on n'est pas là pour impulser et donner une direction à l'économie. On est là pour la suivre. Et donc, quand l'économie sera verte, nos banques seront vertes. Voilà. Mais en l'occurrence, on ne fait que refléter l'économie telle qu'elle est. Et ce n'est pas à nous d'impulser un changement. C'est un peu le chat qui se mord la queue, ce que tu viens de dire, non? Dans le sens où... Voilà. Sauf qu'en plus, historiquement, c'est faux. Historiquement, il y a plein d'exemples. Premier exemple, par exemple, le train. Quand le train il a débarqué avec la révolution industrielle, le train à vapeur et tout, les banques, notamment aux États-Unis, elles ont massivement investi dans cette nouvelle technologie, sans avoir encore de preuves sur son rendement, sans avoir encore de preuves sur sa durabilité, enfin à quel point ça va être performant et tout ça. Et elles ont investi massivement parce qu'elles y ont cru. Et là aussi, on a un peu cette prophétie autoréalisatrice. Du coup, comme il y a eu énormément de capitaux, il y a eu énormément de développement, il y a eu énormément d'améliorations, et c'est ça qui a pris dans les économies. Autre exemple, inverse par exemple, aujourd'hui, le marché du cannabis, il est légal dans certains États aux États-Unis. Pourtant, les banques, massivement, refusent de financer cette industrie qui vaut plusieurs dizaines de milliards. Okay, à horizon 2030, je ne sais plus combien, c'est plus de 100 milliards. Les banques ne prêtent pas aux entreprises et n'investissent pas dedans. Pourquoi? Parce qu'elles ont un cahier des charges qui dit « Ah non, trop risqué » ou « pas correspond pas à nos valeurs » et tout ça. Après, ça dépend des pays sur la réglementation, j'imagine. Dans les pays où c'est légal, je te parle les banques US, peuvent financer, mais... Ah non, mais je te parle US légal. Ah d'accord, ok. Et là, elles le font pas. Évidemment, Okay. Elles vont pas financer un truc qui est illégal. Mais là, je te parle de US, État, c'est légal, les banques n'y vont pas. Parce que les mentalités mettent du temps à bouger, c'est un petit peu soit ta conviction... Tu traînes toujours une histoire et les choses ne changent pas du jour au lendemain. On ne s'est jamais un petit peu démêlé de qu'est-ce qui est du personnel, du dirigeant, de la dirigeante, et en effet des risques et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles n'y vont pas alors que tous les feux sont au vert d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que du coup, elles y vont pour construire une nouvelle mine de charbon et raser la forêt du dessus, et pas pour aller dire, ok, non, finalement, on va mettre plus de poids sur les énergies renouvelables et les énergies vertes? Est-ce que tu n'es pas un peu découragé parfois dans le sens où aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. J'ai vu une stat qui était folle. En fait, il y a un truc dont on parle jamais, moi, qui me choque. C'est en fait le besoin d'électricité. Genre derrière chaque requête ChatGPT, j'avais regardé le besoin d'électricité. Il est genre 20 fois, je crois, une requête sur Google, par exemple. Et en fait, j'ai vu une autre stat qui dit que l'IA, du coup, d'ici 2030, ça va représenter 25% de la consommation d'électricité aux États-Unis. Et donc, du coup, tu as un espèce de courant inverse où, en fait... l'économie, les banques, etc., on parle d'une bulle un peu spéculative en ce moment, est en train de financer l'un des trucs, en gros, qui va potentiellement polluer le plus de l'histoire, en gros, à l'heure où je te parle. Donc il y a quand même, malgré tout, un courant inverse au tien, qui est une espèce d'accélération et une frénésie. Aux États-Unis, par exemple, ils ne parlent pas du tout d'écologie. Eux, en fait, pour eux, ils se disent qu'ils vont continuer d'innover, ils sont méga progressistes, et en fait, l'innovation, on va tellement innover qu'on trouvera des solutions, comme par exemple changer de planète, ou j'en sais rien, et donc... pour eux, l'écologie, c'est un truc annexe. Comment tu vois un petit peu les choses par rapport à ça, même par rapport à l'IA? Parce que l'IA, moi, j'ai l'impression que ça va être un des plus gros chocs, en gros, écologiques de tous les temps. Encore une fois, beaucoup de questions dans ta question. Mais la première, donc tu disais aux États-Unis, ils sont en effet ce qu'on appelle technosolutionnistes. Ça veut dire qu'on va trouver une solution. On pousse le ballon et on trouvera une solution. Voilà. On Quand court on après. sera vraiment au pied du mur. Mais on aura trouvé entre-temps. Enfin, pour le coup, ils sont optimistes. Parce que pour eux, en gros, ils sont persuadés qu'ils auront trouvé la solution. On ne sait pas. Optimiste ou autruche. En fait, on le saura on pourrait le savoir que si on voyait dans le futur, on ne peut pas le savoir. Mais globalement, quand même, je trouve que dans l'histoire, on a quand même souvent trouvé des solutions grâce à l'innovation d'un point de vue écologique. Donc l'histoire a montré que parfois c'était vrai. T'as rien de l'histoire de notre espèce qui est comparable au changement climatique. Je pense que ça peut être la petite partie écologique au milieu du business, juste pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on va vivre, ce qu'on est en train de vivre. Le climat, c'est un cycle, d'accord ? Il y a des cycles très froids, donc le cycle. Tu as des périodes qui sont très froides, les périodes glaciaires, l'âge de glace, le mammouth et tout, et des périodes interglaciaires, où il fait plus chaud.
Actuellement, on est une période interglaciaire. Donc ça veut dire qu'il fait chaud en ce moment. On l'a remarqué, il n'y a pas de glace quand on sort, tout va bien. La dernière ère glaciaire, donc la dernière phase basse du cycle, c'était il y a 20 000 ans. D'accord ? Il y a 20 000 ans, au-dessus de nos têtes, là, à Paris, il y avait 2000 mètres de glace. D'accord ? Une épaisseur de 2000 mètres de glace sur toute la France. C'est énorme. On pouvait marcher à pied sec jusqu'en Angleterre. D'accord ? Parce que le niveau de la mer était de 100 mètres plus bas. Partout sur le globe, de 100 mètres plus bas, le niveau de la mer et des océans. Donc, en 20 000 ans, la Terre s'est réchauffée assez pour faire fondre de 2000 mètres la glace qui était au-dessus de nous, de remonter de 100 mètres les niveaux des océans et de faire en sorte que on vit dans un petit paradis plutôt sympa. Sur 20 000 ans, la Terre, elle s'est réchauffée, pour faire advenir tout ça, que de 5 degrés. D'accord ? Les cycles, c'est plus 5 degrés, moins 5 degrés. Là, alors qu'on est déjà au plus haut, on est en train de parler de plus 5 degrés, plus 3, plus 5 degrés, en 500 ans. Je pensais qu'on parlait de plus 2, parce que j'ai suivi un petit peu tes podcasts, on parlait de... Souvent, il y a le plus 2 qui revient dans tes conférences. Plus 2, c'est l'objectif. On sait qu'on ne sera pas à plus 0. On essaye de limiter à plus 2. Okay. Plus 2, c'est l'objectif. J'avais pas bien compris, ok. Ouais. La trajectoire actuelle, elle est plutôt autour de plus 3, plus 4, potentiellement plus 5. Et là, à la fin du siècle, donc, je prends un truc large, allez, on prend 500 ans. En 500 ans, alors que la dernière fois, ça s'est fait en 20 000 ans, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça. Pour montrer l'accélération. 500 ans, je prends de la marge, techniquement, potentiellement en 300 ans. Ok ? Donc, on n'a pas du tout des talons de comparaison. Et en même temps, la technologie vit une accélération aussi qui n'a pas de précédent. Avec l'IA, en fait, on développe des intelligences qui font qu'on va peut-être développer des choses... j'ai interviewé quelqu'un, par exemple, ciné ici sur le biomimétisme. Peut-être que, ouais, je crois qu'on n'est qu'à 0,1% des découvertes, tu vois, sur le biomimétisme ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Peut-être, mais il y a une accélération qui est peut-être tout aussi rapide. En fait, si tu regardes, par exemple, combien de temps on a mis à inventer des choses dans l'histoire, tu vois, entre le moment où on a inventé le feu avec des étincelles, avec des pierres ou un bout de bois, j'en sais rien, à aujourd'hui. Oui, mais attends. Faudrait regarder, tu vois, peut-être... Et regarde l'adoption. Excuse-moi, mais ok, si demain on trouve un truc fou en termes d'énergie et tout, c'est pas en claquant des doigts qu'on aura toute cette énergie. Regarde, par exemple, la digitalisation. Aujourd'hui, tu as encore des plus grosses boîtes en France, c'est juste pour pouvoir mettre des ordinateurs et des logiciels dans les PME, TPE, alors que c'est là depuis 20 ans. Ouais, mais il y a des technologies qui vont tellement loin. Je pense par exemple même dans la médecine, quand tu vois les nanorobots pour aller attaquer des tumeurs. On est dans un nouveau monde aussi, j'ai l'impression. C'est beau pour faire une DGT. Ensuite, si c'est ça dans 10 ans, ou même dans 5 ans, c'est bien. En fait, si on apprend vraiment, ils inventent une nouvelle technologie, par exemple, grâce à l'IA, j'en sais rien, qui te permet de produire de l'électricité, de produire des énergies vertes et en gros qui arrivent à alimenter le monde entier. Mais là, en vrai, c'est des si. En effet, si. Mais en l'occurrence, on avance, on réchauffe, et demain, en attendant, t'as tout le permafrost qui va pouvoir potentiellement... Parce qu'en fait, là où il y a un truc ultra tricky, et j'ai peut-être pas été assez clair, c'est qu'une fois qu'on augmente trop la température, et on sait pas à quel niveau c'est, d'accord ? On sait pas du tout. Mais une fois qu'on dépasse un seuil, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire que même si on arrête... Il y a un point de non-retour. Voilà. Si on arrête toutes les émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les lumières, qu'on coupe tous les transports, qu'on coupe tout ce qu'on fait, parce que c'est nos activités qui émettent du CO2, on aura quand même un emballement tellement fort qu'on vivra dans une planète qui aura vraiment des allures d'enfer. Ok ? Parce que les océans seront tellement chauds et acides que tout va mourir à l'intérieur, que le permafrost va se décongeler, potentiellement quelques maladies, un petit peu de quelques millénaires qui vont aussi être là. Enfin bref, on n'a pas envie de vivre dans un monde comme ça. Là, tu parles à 300 ans, entre 300 et 500 ans, ça c'est ce dont tu parles, le chaos Je suis pas climatologue, je peux pas te dire exactement, mais en tout cas, c'est dans quelques dizaines. Je sais pas, en fait, on sait pas. C'est tout le problème. C'est que comme personne n'a jamais par rapport à 20 000 ans, c'est quand même plutôt proche. Oui, c'est pas 20 000 ans. C'est pas 20 000 ans. Et potentiellement, ça peut ne jamais arriver. Potentiellement, ça peut arriver d'ici 50 ans, parce que tout va beaucoup plus vite et que, par exemple, la fonte des glaces, on pensait que ça allait être beaucoup plus tard. Et en fait, dès maintenant, on a des hivers sans glace ou des étés sans glace. Enfin, est-ce que ça peut ne pas arriver inversement ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en gros, on dit que c'est dans 300, 500 ans, 1000 ans, et en fait, non, ça se trouve dans 1000 ans, 2000 ans, continuant comme ça. Ouais. On ne sait pas. Ça se trouve, il va y avoir une éruption immense d'un volcan qui va faire projeter tellement de trucs dans l'atmosphère que tout va être noir, que du coup, il n'y aura plus du tout de réchauffement et qu'on va vivre un hiver pendant 500 ans. Ça reste une science un peu inexacte, on va dire, globalement, même s'il y a des indicateurs clés, factuels. Alors, la science de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur
On a des prédictions. En revanche, la science de ce qui se passe aujourd'hui, elle est parfaitement exacte. Et on sait exactement ce qui est en train de se passer. On sait exactement de combien on s'est réchauffé. On sait exactement que si on continue comme ça, de combien on va se réchauffer. Et on sait exactement quelles seraient les conséquences dans notre périmètre actuel. Mais on ne peut pas prendre en compte toutes les variables, en effet, parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais expérimentées. D'ailleurs, il y a un gros problème aussi, je trouve, sur la santé. Il y a de plus en plus d'études, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais en gros, dans les villes, dans les métropoles, je ne sais pas si tu prends par exemple Dubaï ou je sais pas, Hong Kong, des villes très concentrées, où il y a des pollutions très élevées, qu'en gros, ça a développé, il commence à y avoir des études sur le développement notamment de cancer. Il y a aussi tout un point de vue au-delà de l'écologie. Il y a un lien avec la santé, quoi, aussi, et les maladies. Mais c'est intéressant, tu vois, au-delà de l'écologie, il y a un lien avec la santé. Ce que tu dis, l'écologie, c'est pas... Tu vois, tu dis sauver la planète aussi, tout. Encore une fois, remettons le sujet à sa place. On n'est pas là pour sauver la planète. Elle sera toujours là. Elle a vécu des trucs beaucoup plus froids, beaucoup plus chauds, beaucoup plus gazeux, bref. On est là pour sauver, nous, notre petit confort et notre vie sur cette planète. L'écologie, évidemment que c'est notre santé. Évidemment que sortir ou travailler à plus 50 degrés, c'est notre santé. Évidemment que quand on parle des insectes, par exemple, moins 80% d'insectes, on se dit, franchement, finalement, c'est guêpes, ça me saoule, des araignées, même si c'est pas des insectes, j'en ai rien à foutre et tout, en quoi ça peut me toucher ? Il faut savoir que 80% d'insectes en moins, ça veut dire que tu n'as plus de nourriture, il n'y a plus de pollinisation. Donc ça, c'est ta santé aussi. Il faut savoir que le changement climatique, quand ça se réchauffe, c'est-à-dire que tout le cycle de l'eau s'inverse et potentiellement qu'il n'a plus d'eau. Aujourd'hui, il y a des endroits en France où il n'y a plus d'eau. Les nappes phréatiques sont à sec. C'est-à-dire qu'il y a des villages entiers où les gens ont dû partir. Malgré notre pays développé, malgré nos richesses, malgré tout ça, on n'est pas supérieur à Dieu ou à la nature. Donc évidemment que tout ce changement climatique, c'est avant tout notre santé. Et je pense que l'écologie, quand tu es écologiste, c'est avant tout quelqu'un qui est foncièrement conservateur. Moi, l'écologie, j'y étais et ça me prend aux tripes parce que je sais que j'ai une chance incroyable d'être née en Bourgogne et pas en Iran, au milieu d'un désert où il n'y a que des cailloux, que je suis née dans un endroit où il y a des arbres, où la terre est foncièrement généreuse, où on peut vivre très bien. Et je sais que ça, de mon vivant, c'est déjà en train de changer. Okay. Et j'ai pas envie de le perdre. Donc l'écologie, c'est avant tout ça. Et en même temps, il y a comme je te disais, le courant aux États-Unis, parce que je t'ai posé 3 questions, on va revenir aussi un peu sur Léa, mais en gros, eux, ils se disent que ça va tellement accélérer qu'ils vont trouver des solutions qui vont s'adopter en 1 an, et bref, ils vont... c'est un peu utopiste comme vision on peut se dire, mais en même temps, c'est d'une certaine manière, qui est le plus humaniste, dans le sens où ils ont une confiance totale, peut-être même aveugle, et peut-être en mode autruche dans l'humanité, qui s'en est toujours sorti, et du coup ils ont une confiance un peu aveugle, mais peut-être que pour la première fois de l'histoire on fait trop confiance à l'humanité, et là on va peut-être droit dans le mur, quoi. Faisons un petit exercice de pensée. T'es dans un avion, ok, l'avion il crash, t'as un parachute, il y a une manière de voir la chose, c'est tu sautes de l'avion et t'actives ton parachute, ok, donc ça c'est activer les solutions qu'on a déjà et qu'on sait faire. Ou alors tu restes dans l'avion, Andrea, tu ouvres le livre de savoir comment est-ce que la mécanique de l'avion marche, tu lis les pages et tu vois quels sont les fils qu'il faut que tu branches pour pouvoir redresser l'avion. Voilà. Peut-être que tu vas trouver. Peut-être qu'ils vont trouver. On espère, évidemment. Ouais, écoute, en l'occurrence, en tout cas, on ne sait pas. On voit pas dans le futur. En l'occurrence, dis à tes passagers, si tu veux prendre le sacrifice, vas-y, mais dis à tes passagers de sauter avec leur parachute. Je pense que c'est ce que tu ferais. Ouais, en tout cas, il y a un courant sur là, on parle d'une bulle. En termes de financement, on parlait que l'argent contrôle l'économie. C'est vrai que là, il y a une espèce de bulle spéculative. Il suffit de voir Nvidia. Je crois que Nvidia, à lui seul, était valorisé plus que le CAC 40, valorisé plus, je crois 2 fois le CAC 40, je crois. Enfin, faudrait regarder. C'est 4 000 milliards de capitalisation Nvidia, là. Ok, ouais. Donc, il faudrait voir le CAC 40 combien c'est. Mais je crois que le PIB de la France, c'est 2500 milliards. Donc, en gros, c'est... Ça doit être 2000, ça doit être 2 fois le CAC 40. Le CAC 40, ça doit être autour des 2000, entre 2000 et 3000 milliards. Voilà. Mais donc, en tout cas, ils financent. Et en fait, juste, moi, j'ai bien regardé les stats. Ça consomme un max, quoi. C'est un vrai bordel en termes écologiques, l'IA. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire là-dessus ? Bien sûr. Alors, en effet, ça consomme énormément d'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie, c'est aussi une des principales industries qui émet énormément de CO2. Après, ils veulent envoyer des data centers dans l'espace. Peut-être que si on va se mettre à polluer l'espace plutôt que la Terre. C'est bien de laisser un peu l'espace tranquille aussi. Mais on peut imaginer aussi, et ça encore une fois c'est mon côté optimiste, de se dire que
si en effet, tu as tout l'argent actuellement qui va dans l'IA, et que l'IA a besoin énormément d'énergie, et que de facto, l'énergie issue d'énergie fossile est moins rentable, plus difficile à avoir, et va s'arrêter. Encore une fois, à un moment donné, on ne pourra plus avoir de fossiles, de pétrole, parce qu'il n'y en aura plus. On sera plus capable d'en trouver dans le fond des sous-sols. Les Américains diraient qu'on irait en trouver dans d'autres planètes. Mais écoute, on parle beaucoup d'Américains aujourd'hui. Mais on peut aussi imaginer que du coup, c'est des personnes et des cerveaux brillants qui sont en train de réfléchir à des moyens de faire de l'énergie de manière abondante, mais sans émettre de CO2, parce que ce sont des énergies alternatives. Les énergies qu'on a, qui sont les autres, hormis les fossiles, c'est des énergies qui sont bas carbone. C'est l'hydraulique, c'est le nucléaire, c'est le solaire, c'est l'éolien. Donc, il y en a beaucoup qui financent aussi la fusion, les travaux sur la fusion nucléaire. Alors, c'est pas ça qui réglera tous nos problèmes d'avoir des sources d'énergie bas carbone. Il faut le savoir. Parce qu'on a un autre problème qui est très important, qui est la biodiversité. Tu peux avoir un tractopelle fait avec de l'acier bas carbone qui roule à l'énergie bas carbone et tout, et qui va défoncer tous les arbres, toutes les plantes, et faire en sorte qu'on n'ait plus rien sur Terre, et donc qu'on ne puisse plus manger, qu'on ne puisse plus boire, qu'on ne puisse plus respirer, parce que tout ça, c'est de la biodiversité. Donc, il faut savoir que l'énergie abondante, ça peut être aussi un piège, dans le sens où on se dit, bah ok, YOLO, on construit, on illumine, on produit, on transforme tout ce qu'on veut sur la planète, et du coup, on la bousille encore plus. Donc voilà, il faut savoir. Mais on peut imaginer, en effet, que tout cet argent aille vers une accélération de la transition énergétique. Il y a un truc qui m'énerve avec les banques, on en parle beaucoup en ce moment, c'est que quand tu places ton argent à la banque, par exemple, j'ai 10 000 euros, je le mets sur mon compte courant à ma banque. En fait, au bout d'un an, je reviens, j'ai toujours 10 000. Or, eux, en fait, les 10 000, ils les ont placés au taux de la Banque Centrale Européenne, par exemple, je ne sais plus combien c'est, etc. Et du coup, ils se font aller, je sais pas, par exemple, 2% ou 1,5%. Et eux, en fait, se prennent des intérêts sur l'argent, sur mon argent qui est dans mon compte courant. Or, je trouve que les banques manquent un peu de transparence. Moi, je préférais que mon compte courant, en fait, quand ils placent mon argent, ils me reversent les intérêts de l'argent qu'ils m'ont placé, tu vois. Et je sais que c'est le modèle un petit peu des banques aujourd'hui. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage dans le sens où, je trouve que les banques ont besoin d'innover par rapport à ça. Quel est le business model de Green God ? Est-ce que c'est le même que toutes les banques par rapport à ça, comme Conto aussi ? Je crois que Conto c'est pareil. Ou est-ce que tu penses que les banques vont changer par rapport à ça ? Est-ce que tu as une vision ? Alors, c'est pas forcément le modèle des banques, c'est une de leurs sources de revenus en effet, et c'est pas un placement. Quand tu le mets sur ton compte courant, la banque ne va pas le placer techniquement, parce que c'est de l'argent qui est par définition très très liquide, et donc elles doivent respecter des ratios de liquidité. En gros, si tu vas au distributeur, tu dois pouvoir retirer tout cet argent. C'est-à-dire que si elles le placent, elles doivent placer vraiment un petit pourcentage et sur des actifs qui sont très liquides. Ça veut dire des actifs qu'elles peuvent revendre tout de suite. En effet, quand elles le mettent à la Banque Centrale Européenne, elles ont des intérêts dessus. D'accord ? Les taux directeurs. Aujourd'hui, il me semble qu'il est autour de 2%. Donc, elles ne te le reversent pas actuellement, en effet. En revanche, est-ce qu'elles t'ont pris de l'argent en 2020 quand les taux étaient négatifs ? C'est-à-dire quand le cash coûtait de l'argent. C'est une bonne question. J'avais jamais pensé à ce cas. Je suis content que tu me parles de ce scénario-là. T'as aussi ce trade. Oui, mais dans l'histoire, les taux ont toujours été plus super que négatifs. Alors, depuis le début, je pense que j'aurais été gagnant à avoir les intérêts de mon argent placé que pas les avoir, je pense. Je peux pas te dire parce que j'ai pas l'historique des taux directeurs en tête. Et globalement, les taux directeurs, je crois. Enfin, oui, ok, moi non plus. Mais en effet, ils t'ont pas fait payer. Donc, quand tu as mis 10 000 et que tu t'es pas revenu un an plus tard, où il y avait plus que 9 000. Okay, je pense que ça, en France, on n'aurait pas forcément apprécié. Non, ça serait pas passé, ça. Voilà. En effet, tu as de plus en plus de banques qui essayent de donner les taux directeurs. Pourquoi est-ce que donc nous, Green God, on a un modèle payant, tu payes ton compte parce que tu as beaucoup d'avantages, d'assurance, de cashback et tout ça. En revanche, on ne te reverse pas ces taux directeurs. Pourquoi ? Parce qu'on ne les touche pas. Okay ? Nous ne sommes pas une banque. Je ne suis pas un établissement de crédit. Je vais t'en parler. Donc moi, pas encore, en tout cas. Pas encore. Je viens d'avoir mon agrément d'établissement de paiement sous conditions suspensives. Ça veut dire que bientôt, en effet, j'aurai mon compte à la BCE et je pourrai redonner à mes clients, à mes membres, l'intérêt en fait, qu'ils auront touché. Mais actuellement, moi, cet intérêt, j'en touche une toute petite partie parce que je le partage avec tous les intermédiaires qu'il y a entre moi et la BCE. Mais tu ne seras pas obligé de le faire, ça. Enfin, toutes les banques ne le font pas. Tu aurais pu me dire, ouais, tu n'es pas obligé. C'est le modèle, c'est ce qui va te permettre de gagner de l'argent, peut-être de recruter pour développer Green God et avoir plus d'impact aussi, tu vois. Donc, c'est à voir aussi tu mets le truc. Après, peut-être que c'est. Moi, je pense que c'est un bon sujet d'acquisition. Voilà, dans le sens où, tu vois, moi, en tant que client, je préfère avoir un compte dans une banque qui me rémunère sur l'argent qui est placé
qu'une autre qui me rémunère pas, tu vois. Évidemment, tu préfères être chez En tant que Gringot que chez d'autres banques, Andrea. Si tu me rémunères mon compte courant plus Oula. qu'un autre, peut-être. Il faut qu'on reparle d'écologie encore. Mais, Et d'intérêt. Mais en effet, tu as des offres qui aujourd'hui le proposent. Il faut quand même bien voir les petites lignes parce qu'il y en a qui te le proposent sur 2 mois et en fait après c'est 20%. Voilà. Ouais. Donc ils regardent les petites En lignes. tout cas, moi je peux comprendre que tu vois demain, si la banque place mon argent et me reverse même que la moitié, en fait je serais déjà content. Aujourd'hui c'est zéro. Je serais content, juste, tu vois, je comprends qu'elle ait besoin de prendre une com pour après développer sa banque, développer ses produits, etc. Ça, c'est logique. Et alors, du coup, oui, donc aujourd'hui, Gringot, c'est une néobanque. C'est quoi la différence? C'est quoi les stades en fait? Aujourd'hui, une néobanque, c'est-à-dire que tu peux pas encore prêter de l'argent. C'est quoi je sais qu'il y a des critères. Et là, tu es en gros au critère 1, et après, il y a 2. Enfin, ça va jusqu'où en fait Alors, c'est pas des critères et on n'est pas au premier niveau. Il faut plutôt voir ça comme des niveaux de permis de conduire. Ok. Tu commences avec ton permis scooter et à la fin, il y a le permis poids lourd. C'est ça. D'accord. Ton permis scooter, donc tu es agent prestataire de paiement, par exemple. On parle là que du paiement. Je te parle que des comptes courants et tout ça. On parle pas du côté épargne. Ok. Sur le compte courant, donc tu fais tes trucs et tout. Et en fait, tu as des partenaires qui vont venir là pour sécuriser l'argent, être en direct avec les régulateurs. C'est pas toi qui suis en direct, c'est ton partenaire qui est régulé par la Banque de France et la CPR pour voir que tu ne fais pas de blanchiment d'argent, pas de financement du terrorisme, que tu fais tout ce qu'il faut pour faire les antifraudes. Bref, tout ça. Parce qu'en fait, il faut bien s'imaginer que quand tu crées ta néobanque, tu peux pas créer un compte et une carte qui fonctionne dans 3 restos et 2 bornes de retrait. Mais du coup, tu es obligé d'avoir ces partenaires-là au début, au niveau 1, dans le permis scooter. Là, en gros, tu as la carte et tu as le compte courant pour payer, mais tu es obligé d'avoir tous les partenaires dont tu parles pour. Ah, mais ça c'est doit une tout de réglementation, suite quoi. Ouais. être au niveau mondial, avec le niveau de sécurité et le plus élevé des banques. D'ailleurs, il n'y a pas plusieurs niveaux de sécurité, hein. Il y a un niveau de sécurité. Ça doit tout de suite pouvoir, en effet, marcher partout dans le monde, être sécurisé, être compliant avec tout ce qui va être financement du terrorisme, blanchiment d'argent. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, ils sont jeunes, c'est une start-up, ça va. Pas du tout. Mais au c'est des contraire. partenaires agrémentés, c'est pas toi, du coup, au niveau. Tu as le permis scooter, toi, tu as le paiement. C'est Et ça. en gros, les autres, tu dois aller te faire des partenariats avec des gens qui ont les permis poids lourds au début pour. Exactement. En fait, tu organiser. te branches et tu les payes. Et tu les payes en plus. Bah oui, bien sûr que eux, ils te louent un service. Oui. Et toi, Ok. tu les Non, mais payes ça, pour je opérer réfléchis, ton du coup, truc et tout. le fait de ne pas avoir les agréments te coûte aussi très cher du coup au début. Mais pour avoir les arguments, il me faut 15 millions de fonds propres, plus 15 millions pour une équipe, plus une équipe de 100 personnes qui font de la compliance et tout. Donc, moi, n'étant ni héritière ni gagnante du loto, il n'y avait pas 1000 options pour nous au début. C'est pour ça que je on a disais, j'en commencé. reviens à l'ambition et le côté un petit peu naïf de se dire j'ai 25 ans, je lance une néobanque verte. Quand tu connais toutes les réglementations derrière, quoi, c'est un chemin du combattant. Quoi. C'est pour ça, je trouve ça amusant. C'est C'est des vrais trucs de réglementation. plus Quoi. dur C'est- qu'un chemin du combattant. En fait, je connais pas une autre activité avec autant de réglementation et de compliance. En fait, c'est pour ça que j'en reparle encore, mais pour que les gens comprennent bien qu'ils nous écoutent, Et c'est pas une fintech. Enfin, c'est pas une petite fintech verticalisée. On parle d'une banque. Il y a un niveau de réglementation C'est pas un truc en qui est. IA fait en un week-end. Ouais, voilà, Non, c'est au même niveau que, même plus haut niveau que les médicaments et les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, même par Évidemment. rapport au médical, je pense en termes de compliance, ouais, ça doit être même niveau, quoi, je pense. Mais t'as pas idée du truc bancaire. Et en même temps, on le comprend. Imagine. Tu fais ton truc fintech et tout, tu fais faillite, du coup, l'argent, il disparaît. Imagine juste. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans la rue. Évidemment. Est-ce que tu as déjà oui. manifesté? Peut-être pas. Est-ce que tu manifesterais si ta banque te rend pas ton argent? Ah bah là, ouais. Ok. Donc il y a un truc qui ferait que tout le Non, monde mais là, on parle de aille vie. dans la Enfin, il y a rue. tu peux tuer des gens comme ça. Mais quoi. non, mais Enfin, je dis pas le quelqu'un qui contraire. perd tout, Mais il y a un truc qui ferait que tout le monde irait dans la rue et bousculerait tout le système, c'est de ne pas pouvoir avoir accès à l'épargne qu'ils ont mis de côté toute leur vie. Et c'est tout à fait normal. Et en C'est plus, à eux. lancer dans l'écologie, on va dire que une banque verte, Non, en je plus, à parle ce pas du moment-là. tout. Je parle pas du tout de Gringot. Non, mais bien, oui, mais pour Gringot au début, il y a toutes ces difficultés-là, mais en plus, pour attirer des clients aujourd'hui, là, ces dernières années, les gens se sont beaucoup sensibilisés à l'écologie et sont prêts à rejoindre des banques comme Gringot, mais quand tu avais 25 ans, donc je sais pas il y a combien de temps, il y a 5 ans par exemple, bah, les gens étaient moins sensibilisés, donc pour ton acquisition client, pour développer ta boîte aussi, tu avais aussi cette difficulté, quoi. Ah oui, mais alors attends, si on reste juste sur le côté réglementation, évidemment que c'est très compliqué parce que
si tout le monde est dans la rue, ça fait une instabilité économique, ça fait une instabilité sociale et ça fait une instabilité politique. Ça veut dire que les personnes les plus puissantes de ce monde qui sont donc à la tête de nos États, à la tête des plus grosses entreprises, c'est pas du tout un État qu'elles veulent et qu'elles appellent. Évidemment. C'est une révolution potentiellement. Oui, donc évidemment que personne ne veut ça. Donc évidemment que toutes les personnes qui ont le plus de pouvoir dans ce monde verrouillent au maximum. Donc, mais c'est normal. Donc il n'y a aucun acteur en fait qui a vraiment envie qu'une fintech se monte. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de bâtons dans les roues. Tu as d'un côté tout un secteur qui se partage déjà un morceau du lion incroyable et qui n'a pas envie d'avoir de nouveaux entrants. Et tu as de l'autre côté un régulateur qui évidemment est là, c'est un risque en plus, il faut que je régule, il faut tout ça, bref. Donc évidemment que tu n'as que des freins en face de toi. Le seul en France qui a réussi, j'ai l'impression que c'est Conto, c'est ça, la néobanque qui a réussi à passer les agréments et arriver à une taille vraiment massive en fintech, on va dire. On a le même agrément que Conto aujourd'hui. Okay. On vient d'avoir le même agrément que Conto, donc un établissement, l'agrément à savoir licence et de paiement sous conditions suspensives. Voilà, donc aujourd'hui, tu as des fintechs qui deviennent établissements même de crédit. C'est-à-dire qu'elles deviennent une banque. C'est encore l'étape d'après. Donc il y a permis scooter, permis voiture, établissement de paiement, permis poids lourd, établissement de crédit. D'accord ? On peut faire du crédit. Voilà, établissement de paiement, tu fais sauter tous les partenaires qui sont autour de toi, tu es en direct avec la BCE et tout. Très clair. Et alors du coup, Conto aussi, Conto et Gringot, vous êtes au niveau 2. Alors voilà, il faut savoir que donc, toutes les licences sont un peu différentes parce que tout ça, c'est tellement spécifique et tellement rare pour des acteurs d'avoir ce genre d'agrément que les trucs sont faits sur mesure. Vous êtes combien en France vous êtes pas beaucoup. C'est une donnée très difficile à avoir. Mais non, en effet, assez peu. Je ne connais pas beaucoup, moi, en fait. Après, tu sais, tu as des banques qui sont à Renault, à Peugeot, tu as des établissements de paiement. Ah oui, je comprends. De sous. Mais je ne les mets pas en mode fintech comme vous, vraiment, en mode où vous y êtes allé un peu au début. Mais en mode fintech, on est 3 que je connaisse en termes de. C'est quoi la troisième? Tu as Lydia. Ah oui, à Lydia, du coup. Lydia qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Conto qui l'a eu depuis un peu plus longtemps. Et Gringot qui vient d'avoir. Et du coup, tu l'as eu assez rapidement. Alors, c'est 5 ans, mais quand même, c'est assez rapide. Extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. On a été un des plus rapides. Et ça fait 5 ans que vous bossez dessus pour se rendre compte du travail. 3 ans. 3 ans. C'est 3 ans de travail. C'est 3 ans de travail avec tes avocats, parce qu'on a une armée d'avocats avec, mais ces avocats, pas dans le sens procès, des avocats en sens qui sont là pour monter le dossier. Voilà, tout, connaître toutes les règles et tout. T'as des conseillers aussi. T'as des mentors, des gens qui connaissent bien les gens et tout, parce que tout ça, c'est aussi une affaire beaucoup de réseau. En fait, t'es la seule banque verte aujourd'hui, néobanque verte en France qui a l'agrément. Oui. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et qui n'appartient à aucune grosse banque. On est un des seuls indépendants encore aujourd'hui. Oui, vous êtes aussi indépendant. C'est pour ça que vous êtes un peu un ovni. Je précise un peu les choses parce que les gens ne se rendent pas compte toujours de lancer une fintech. Par exemple, peut-être au début, pour avoir les agréments, combien tu as dû dépenser aussi même en compliance parce que j'ai reçu des gens qui ont des fintechs ici. Je crois que la compliance a représenté genre une grosse partie du budget annuel. Alors, c'est en vraiment, pourcentage, c'est vraiment la partie sous l'eau de l'iceberg. C'est ça. Tu ne te rends pas compte du tout de ça, mais en effet, c'est une très grosse équipe, même chez Gringot. C'est combien? C'est genre 10-20% du CA ou c'est jusqu'à combien Ouais, ça peut même augmenter parce que nous, on est toujours sizé pour la table d'après. Parce que c'est énorme. Comme on a une grosse croissance, mais qu'on ne veut pas du tout être rattrapé par des trucs d'hyper-croissance où tu sers moins bien, du coup, tes membres, tes clients, et tu as des problématiques, on est toujours un peu avant la vague. Donc, on a toujours une équipe qui a la taille de la vague d'après. Donc, ça, c'est... Et surtout en termes financiers, parce qu'on n'a pas du tout le droit à l'erreur. Et t'imagines, il y a des business où il n'y a pas ça. T'imagines, il y a des business, c'est-à-dire que là, par exemple, si ça prend 30% de ça, il y a des business où il n'y a pas ces coûts-là. Donc, imagine-toi, ils peuvent foutre 30% en marketing. Mais non, mais j'ai des potes, ils ont monté des apps et ah oui, on a ouvert la Thaïlande aujourd'hui. Je suis là, waouh, je peux pas du tout ouvrir la Thaïlande en fait. Je sais pas si t'imagines d'un point de vue réglementaire ce qu'il faudrait que je fasse. Et vous, c'est d'ailleurs européen les agréments ou c'est que français? Alors, officiellement, il y a un passeportage européen. Ça veut dire que si tu as une licence dans un pays, tu peux aller dans d'autres pays. Ce que Revolut a fait en prenant un très gros raccourci, en allant chercher sa licence en Lituanie, là où c'est un peu plus simple, et ensuite en prenant le marché européen. Sauf que dans les faits, ça se passe pas trop comme ça, que tu as encore les banques nationales du coup par pays qui sont encore vraiment là à avoir un poids et un contrôle qui est très fort. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Revolut cherche à avoir sa licence en France. Est-ce qu'ils sont établissements de crédit, Revolut, ou non? Ils n'ont pas le troisième? Ils sont établissements de crédit, il me semble, au UK.
Ok. C'est sûr. Peut-être aussi en Europe, ça ne m'étonnerait pas. Revolut, c'est la plus grosse néobanque mondiale. Parce que là, j'ai vu que c'est valorisé 75 milliards, je crois. Ouais, ils sont très gros, ils sont très agressifs. C'est vraiment ce qu'ils ont fait, c'est. Ils l'ont fait parce puissant, que les banques sont lentes aussi à réagir. Et alors, je nous souhaite d'avoir le même chemin que Revolut. Et encore une fois, en tout cas, on suit les pas. Et on est encore une fois en train de prendre tout un aspect du secteur financier et bancaire que les banques n'adressent pas. Est-ce que pour réussir une néobanque, il y a un sujet de volume ? Je m'explique, j'avais entendu dire qu'en gros, Conto a mis du temps à gagner de l'argent. Et à partir d'un certain volume, et à un moment donné où les taux d'intérêt ont augmenté, il s'est passé le fait qu'en fait, ils avaient tellement d'argent en banque qu'ils ont pu les placer. Et comme le taux a augmenté, par exemple, si, je sais pas si tu as 10 milliards par exemple de liquidités en banque et que d'un coup les taux augmentent de 1%, eux, ces 1%, ils les placent, ils les redonnent pas forcément aux clients et c'est là que Conto est devenu rentable. Est-ce que c'est comme ça qu'une néobanque finit par être rentable ? C'est vraiment dans un sujet de volume et de masse monétaire en fait que de gens qui placent de l'argent chez toi, tu vois. Alors, c'est pas tout à fait exact ce que tu dis. Ils les placent pas, en fait. En fait, ils ont l'argent des comptes courants de leur... ou des comptes... Enfin, je sais pas exactement l'offre de Conto, mais des comptes courants ou de leur... je sais pas s'ils ont des livrets ou des tirelets ou des choses comme ça, qu'ils ont sur leur compte à la BCE. D'accord ? Ça, c'est pas placé pour toi ? Enfin, c'est pas placé, non. Il y a aucun risque, en fait. C'est pas, moi, pas je dis placé. que c'est placé en sens où quand même tu as un intérêt... Enfin, ouais, non, je vois. Mais en fait, c'est, c'est placé à la Banque centrale sans risque, on va dire. Voilà. Mais du coup, là, en effet, ils se sont fait un trésor de guerre à quand les taux ont augmenté. Ok. Donc ça, c'est vrai. C'est pas une légende. Alors, c'est pas du tout une légende. Les taux ont augmenté. Ils ont beaucoup de liquidités et d'asset under management. Donc, ils ont pris beaucoup d'argent. Et comme dans leur offre, il n'y avait pas la possibilité de... Enfin, ils avaient proposé pas la possibilité de redonner une partie... en effet, ils ont gardé ça pour eux et ils ont. Parce que si tu places 10 milliards à 2%, tu te fais genre 200 millions, ça doit faire. 20 millions, ouais. C'est 10 milliards, oui. 10 milliards, ouais. 200 millions par an et en plus sans effort supplémentaire. Après, encore une fois, je ne sais pas s'ils avaient encore leur licence parce que sinon, s'ils n'avaient pas leur agrément, ils devaient aussi partager. Ils partagent ça certainement avec d'autres partenaires au milieu et tout. Donc moi, je ne sais pas exactement comment est-ce que Conto fait des revenus. En tout cas, pour Green-Got, nous, on a un revenu qui est très clair. C'est les abonnements, donc c'est pour le compte est payant. Combien ça coûte Green-Got par... C'est soit 6,90, soit 12,90 pour ton compte premium. Ok. C'est une carte gold, en fait. Donc à peu près 70 € par an ou 140 entre c'est ça. Et donc nous, en fait, on est par définition structurellement rentable. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que nos structures, du coup, pouvait faire que notre entreprise soit rentable. Mais comme ça, la carte aussi, la carte Green-Got est compris dans cet abonnement-là ou c'est des Non, t'as la carte, t'as le compte, t'as la carte, le compte. T'as l'accès privilégié à tout le service client, t'as le cashback à la SNCF Connect, t'as 5% sur tes courses Biocop, 50%, enfin t'as plein d'avantages. T'as accès à tout le service. T'as les assurances de voiture location, de voyage, de rapatriement, t'as tout, évidemment. Parce que nous, on pense vraiment qu'il faut un produit qui soit aussi confortable, voire meilleur que ceux du marché. Et en plus, il se trouve qu'en coulisses, on fait les choses bien d'un point de vue écologique. Mais on pense que juste l'argument écologique, il n'est pas suffisant et que pour convaincre 60 millions de Français, il va falloir que juste le produit soit meilleur que les autres. Ouais. C'est pour ça qu'on il faut une offre globale. Juste dire je suis une banque écologique et t'as pas tous les mêmes services que d'autres banques et tout, ça marche pas. Voilà, exactement. Et donc nous, on dégage donc des revenus comme ça. Les revenus, les frais d'interchange donc qu'on touche à chaque fois que tu payes avec ta carte, ça on les donne à des assos entièrement. 100%. 100%. Okay. Entièrement. Et c'est dingue d'avoir fait ça en vrai. Vous aurez pu, je sais pas, reverser 80%, garder 20%. On a versé près de 2 millions d'euros. Depuis, donc on a lancé, donc je commence à travailler sur Green-Got en 2020. On a lancé en 2022. Là, on est en 2025. Donc en 3 ans, on a donné 2 millions d'euros à des assos. Les clients sont contents d'être chez Green-Got aussi pour ça, j'imagine. Évidemment. Tu adhères parce que derrière, il y a tout ce système. Mais ils restent et ils mettent. Nous, on a en fait, à la différence de Revolut ou d'autres où c'est gratuit, où l'idée c'est la stratégie, et je suis pas en train de juger jugement de valeur ou quoi du tout, c'est juste une stratégie qui est différente, où on arrose énormément, on envoie presque les cartes, tu la mets dans ton portefeuille, tu l'oublies, et puis un jour peut-être que tu la reprends parce que tu vas à l'étranger ou je ne sais quoi et tout. Nous, c'est directement payant, c'est directement avec des services d'un niveau qui sont supérieurs. Et donc les gens, en fait, ils vont transférer leur salaire chez Green-Got. Et on va devenir leur compte principal. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire de crédit encore. Pas encore. Du coup, c'est ça qui peut être compliqué. Ok. Bientôt. Donc nous, ce qui est dans les pipes, là, actuellement,
c'est qu'on va sortir le premier compte aussi B2B, donc pour professionnels, parce qu'on a énormément d'entreprises qui portent ces valeurs, elles aussi, et qui ont envie que ça soit reflété avec l'argent qu'elles dégagent. Et on va aussi faire en sorte d'améliorer toujours ce compte pour les particuliers avec un partenariat pour le crédit ou d'autres choses encore. Et vous avez le label B Corp aussi. Je sais que c'est un label qui est ultra difficile à avoir. Ouais. Donc c'est amusant quand même parce qu'entre les réglementations, vous vous êtes rajouté B Corp alors que devenir banque, c'est déjà très compliqué. Ça s'est bien passé ? Ouais, en termes de tampons un petit peu, on a B Corp, on a l'ONG de référence dans la finance verte en France, Reclaim Finance, qui nous salue en tant que seul acteur qui, avec son épargne et avec son compte courant, agit pour le climat. On a lancé des fonds d'investissement, Greengot, qui sont évidemment article 9, label Greenfin, label ISR. Ouais, on fait plein de choses, fait plein de choses en ce moment. Donc on a tous les trucs un peu au vert et tout parce que on va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que nous, les labels aujourd'hui de finance verte, ils nous allaient pas. C'est pour ça qu'on a fait nos propres fonds parce qu'on trouvait qu'ils étaient au contraire beaucoup trop laxistes et ça allait pas du tout. C'était parfois un peu de la peinture verte. Votre propre fonds d'investissement ? Ouais, on a 2 fonds d'investissement qu'on a dotés chacun de près de 10 millions d'euros. Ouais. Et vous investissez dans quoi ? Alors tiens, ça avait une question pour toi. C'est quoi les business que tu peux recommander pour les gens qui veulent investir plus, dans l'écologie ? Vers quoi ils peuvent se rendre ? Parce que parfois aussi, tu veux investir dans l'écologie et en plus tu as envie de gagner de l'argent, tu peux mêler les deux, mais tu sais pas où investir, et quelle boîte choisir. C'est dur de savoir quel domaine va exploser dans l'écologie demain. Est-ce que c'est les éoliennes ? Est-ce que c'est, Mais c'est là où est notre expertise. C'est que nous, on a une équipe d'investisseurs, de conseillers en gestion de patrimoine, d'analystes qui sont là pour ça, pour toute la journée. Regarder d'un point de vue financier les performances et toujours aussi d'un point de vue impact, est-ce que ça fit ce qu'on veut. Et donc, c'est toute notre valeur ajoutée. Okay. C'est de faire en sorte que si tu ouvres ton assurance vie ou ton PER Greengot, tu as une équipe full-time qui est là pour faire en sorte de faire travailler ton argent d'un point de vue qui soit aligné avec tes valeurs et en même temps qui soit là pour que, ton épargne, tu es là pour qu'elle grossisse. Alors, on ne promet pas des trucs à shitcoin où ça va faire plus 300, moins 300 et tout, évidemment. Mais en fonction de ton appétence au risque, nous, on a des rendements qui sont entre 4 et 8% l'année dernière et même à 10% sur des produits structurés. Entre 4 et 10% sur votre fonds quand vous investissez, vous visez ça comme rendement à peu près entre 4 et 10. Alors c'est énorme parce qu'on... C'est bien. Hein. C'est bien, ouais. Mais c'est même au-dessus de ce que moi j'ai l'habitude de voir. Alors, dans disclaimer, les banques. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, risque de perdre quand t'appuies. Mais attends, il est nouveau le fonds ou pas ? Ou t'as déjà fait un an complet sur un des fonds Alors, le fonds, on l'a lancé il y a 3 mois, il me semble. Mais nous, on ne met pas tout l'argent de Greengot dans les fonds Greengot, évidemment. Donc, on a aussi d'autres fonds et tout. L'idée, c'est qu'un jour, on mette tout l'argent dans nos différents fonds. Évidemment. Et chaque fonds a une thématique. Il y a des fonds connus aussi, j'imagine. Un niveau de risque. Non, mais tu as des niveaux de risque. Tu as aussi ce qu'il y a dans le fonds. Est-ce que c'est des titres vifs ? Est-ce que c'est tout ce qui va être de la dette ? J'allais dire de l'obligataire. Vous faites ça ? On a des parties d'obligataires. Par exemple, une boîte par exemple, qui aurait plein d'éoliennes. Qui serait un énorme groupe d'éoliennes qui voudrait emprunter de l'argent à 4%. Et vu que c'est une boîte qui est verte, elle pourrait créer des obligations et toi, tu pourrais investir dedans. Ouais, alors on est encore sur des obligations d'assez grosses boîtes, évidemment, parce que nous, il y a toute une idée de question de mitigation du risque et aussi de liquidité. Sur l'assurance vie, les gens, leur argent n'est pas bloqué. Tu peux le récupérer. Donc, tu as évidemment tout ça sur les trucs de liquidité et tout. Donc, c'est énormément de travail pour notre équipe de voir dans quoi est-ce qu'on investit. Mais en effet, tu as des très grosses entreprises comme First Solar ou des choses comme ça qui sont ultra innovantes. Par exemple, là, en l'occurrence, dans cet exemple, des panneaux solaires et en même temps de très belles success stories. Et de l'autre côté, tu as les plus petites entreprises qui sont accessibles que via des poches de private equity. Donc, nous, on donne accès à ça à des plus petits épargnants qui n'ont pas un ticket d'1 million pour mettre dans les private equity, donc qui n'ont pas forcément accès à ces investissements-là. Nous, on leur donne cet accès-là. Et donc, tu as des plus petites entreprises comme Vestac, par exemple. C'est de la construction qui permet de diviser par 3 les émissions de CO2 de la construction et en même temps, qui a des performances financières qui sont très attrayantes. Mais c'est vrai qu'on en parle peu, alors que franchement, vu les rendements, plus le côté sympa de pouvoir investir dans l'écologie, je trouve que... Mais c'est juste, parfois, on n'a pas accès... donc, si vous y aidez là-dessus, tant mieux. À trouver t'as des gens, je pense, qui voudraient investir plus dans l'écologie, mais qui sont peut-être pas assez encadrés ou qui, parce que les banquiers, ils savent pas forcément non plus. Après, nous, on est toujours là quand même à conseiller sur une vision long terme,
Tu vois, on ne tombe pas du tout et on veut pas tomber dans un truc un peu d'influenceur finance. J'ai fait plus 37%, un truc comme ça. C'est pas du tout la philosophie de Greengot. Nous, on veut une vision long terme. On veut des gens qui sont là pour un vrai projet d'épargne. Évidemment qu'on se bat tous les jours pour qu'ils aient les meilleurs rendements et il se trouve qu'on a des très beaux résultats. Mais on veut pas faire toute notre com là-dessus parce qu'on veut quand même que les motivations, elles soient aussi pour les valeurs. Mais de toute manière, c'est réglementé. De toute façon, en assurance vie, tu n'as pas le droit d'investir dans un fonds qui fait de l'écologie. J'imagine que c'est réglementé. Les boîtes dans lesquelles vous investissez, elles doivent aussi avoir des labels, j'imagine. Ah non, tu peux. Alors, si, quand tu es avec l'assurance vie, je sais que c'est quand tu mets l'argent dans une assurance vie, avec cette assurance vie-là, tu peux pas investir dans n'importe quel type d'entreprise, à mon avis. Ah oui, pardon, tu disais, est-ce que si c'est dit comme vert, est-ce que c'est vraiment vert ? C'est ça que j'avais compris comme question. Est-ce qu'il y a des labels en mode si tu veux. Non, pas ça. Non, le fait que ce soit vert, ça, j'ai aucun problème. Mais oui, bien sûr, l'assurance vie, tu peux pas investir. Voilà. Tu peux investir dans beaucoup de choses. C'est l'enveloppe fiscale préférée des Français, c'est pour ça. Ouais. Mais tu peux pas investir dans tout. Par exemple, nous, on fait pas de start-up. Exactement, tu peux pas investir dans une start-up avec une assurance vie, par exemple. Oui, et on le conseille pas forcément. Si l'idée, c'est d'avoir un truc long terme et pas forcément très risqué. Investir dans une start-up, c'est quand même un niveau de patrimoine où tu te dis, ok, je suis prêt à perdre tout mon argent quand même. Et aujourd'hui, tu es ultra soutenu par une communauté qui est ultra engagée. Tu vois, j'ai reçu Arthur Aubeuf. Ici, on a fait un épisode, je crois, de 2h30 ensemble. C'était passionnant. J'ai beaucoup aimé l'échange avec lui. Arthur, c'est un ambassadeur Greengot. Et ouais, c'est un ambassadeur. D'ailleurs, moi, j'adore son contenu sur Instagram. Je lui envoie toujours des messages. J'aime bien ce qu'il fait. Belle personne. Ouais. Je crois que tu es soutenu aussi par Hugo Clément. Ouais. Enfin, tu es soutenu par pas mal de gens reconnus sur ça. Enfin, comment tu as fait pour tu leur as juste envoyé un message et en fait, vu que tu as une cause forte, ils sont tout de suite venus Hugo, je l'ai rencontré via sa femme, Alexandra, qui me l'a présenté avec beaucoup de gentillesse. Arthur, on s'est rencontrés assez naturellement. Je pense que la première fois, c'était sur un Zoom. Okay. Un peu fumeux d'une conférence ou d'un truc comme ça. Bref, ça s'est tout de suite très bien passé. J'adore son approche d'Arthur, je fais un petit mot sur lui, mais on lui fait un petit clin d'œil s'il nous écoute. Mais j'aime bien sa vision de comment il veut inspirer les gens et comment il n'est pas dans une logique de pointer les autres du doigt. Je trouve qu'il est vraiment doué là-dedans. Et j'aime bien, il dit toujours je suis devenu écologiste en voulant devenir heureux, je crois. Je crois que c'est ça sa phrase qui ressort pas mal. Je pense que c'est très important et on l'a vu de quelques faillites de discours écolo que c'était très important et je pense que ça fait partie de notre nature avec Arthur, c'est que nous on veut pas s'élever en rabaissant. On veut s'élever aux côtés des autres et on veut s'élever parce qu'on fait mieux. Et pas en pointant du dos à l'autre. Pas du tout. Tu vois, c'est pas du tout les discours. Ça marche pas, cette façon. Mais au-delà de pas marcher, ça te bouffe. Ça te fait du mal, tu vois. Si tu veux être heureux, c'est pas en disant à l'autre à quel point t'es nul. Le moralisateur, le gentil, le méchant, on rentre dans des discussions qui sont de bas niveau. Puis même toi, c'est pas soutenable pour toi, t'es pas heureux. La négativité attire la négativité. Tu fais une course à la pureté après. Ah oui, mais toi, t'as un téléphone. Oui, mais toi, t'es sur Insta. Voilà, arrêtons. Regardons les ordres de grandeur. Qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Comment est-ce qu'on peut ensemble faire avancer un sujet ? Et oui, on a une communauté d'un peu moins ou un peu plus, je sais plus, d'un demi-million de personnes qui nous suivent tous les jours. Donc, avec... ça fait du monde. Ça fait du monde. Combien vous avez de clients sur Greengot aujourd'hui Aujourd'hui, on a 150 000 utilisateurs. 150 000. C'est énorme, 150 000. Ouais, c'est bien. Et combien d'argent, t'avais dit de paiement On a processé un peu plus de 2,5 milliards d'euros de transactions. Ok. Donc c'est ça commence à très peser. Beau en fait, moi, ce que j'aime bien dans ta vision, c'est que tu dis que si tu viens suffisamment gros et que demain, par exemple, tu achètes des actions, alors je sais pas si tu le feras d'ailleurs, mais par exemple des actions chez Total, bah, en fait, tu auras un poids plus fort aussi dans les décisions de ces entreprises. Mais du coup, tu as besoin de devenir plus gros d'abord. Est-ce que c'est vraiment ta volonté demain d'aller dans des entreprises comme ça ou non, tu les excluras dans tous les cas de tes investissements ou tu veux justement au contraire aller investir dedans et avoir du poids pour ensuite changer les mentalités ? Moi, je suis pas du tout dogmatique. Je pense qu'on a la chance incroyable d'un point de vue de la souveraineté de la France d'avoir un énergéticien qui pèse aussi lourd que Total. En revanche, cet énergéticien, il fait pas les choses comme il faudrait, selon moi. Donc évidemment que si un jour on a assez sous gestion, je vais acheter 5% de Total. Et moi, ma manière, c'est pas de jeter de la peinture ou de m'allonger devant Total, même si c'est d'autres méthodes et je les respecte totalement. Mais c'est d'y aller en tailleur avec les codes et de dire au CEO de Total à ce moment-là, écoutez, merci monsieur pour votre présentation. En revanche, ça ne me satisfait pas.
je vous propose de revoir la copie sur votre trajectoire climat. Point. Et il se trouve qu'avec aujourd'hui l'économie de marché dans laquelle on est, nous, on est du côté très pragmatique avec Green Dot. On pense qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'un système s'effondre et qu'on fasse advenir un autre. On a ces cartes-là, elles nous sont données. Comment est-ce qu'on les joue ? Aujourd'hui, il y a un truc qui est fantastique, c'est qu'on peut acheter des parts d'une entreprise sur un marché et on peut en devenir propriétaire. Donc, je peux devenir propriétaire, je peux devenir un actionnaire principal au total et lui dire c'est moi maintenant. Moi, ce que j'aime bien dans ton modèle, il appartient, donc il faut que tu changes. Ce que j'aime bien dans ton modèle, c'est que tu veux jouer avec les règles du jeu. Et je trouve qu'il y a certaines personnes qui veulent changer, faire bouger les choses, mais qui peut-être prennent pas. Alors, il n'y a pas un bon ou un mauvais angle, on va dire, mais d'une certaine manière, la finance tient le monde. Et en fait, si tu joues pas avec les règles du monde dans lequel tu vis, en fait, si demain tu pèses pas dans le capital des actionnaires par exemple, de Total, en fait, tu pourras jamais être entendu parce que le monde a toujours été fait comme ça. Je sais pas, c'est pour ça que je suis assez aligné avec ce que tu dis. Non, mais je pense qu'il faut, tu vois, tout pour faire un monde. Il faut de tout, évidemment. Et le plus pragmatique, en tout cas, c'est à la fin, effectivement, d'être dans un comité, je sais pas, de direction, de faire partie du board de Total parce que ta banque est actionnaire et de pouvoir échanger les idées, effectivement, avec le respect. Mais au-delà d'échanger des idées, tu peux imposer, puisque c'est à toi qu'appartient l'entreprise, tu es l'actionnaire principal. Je pense qu'il faut des idéalistes, il faut des personnes qui soient là à toujours pousser en feu cette fenêtre d'Overton à dire il faut plus, il faut faire ça, c'est pas assez bien et tout. Et puis il y a ceux qui doivent vraiment faire advenir les choses. Tu vois, tu as les intellectuels, les personnes qui théorisent, les personnes qui te dessinent les différentes voies, et puis après il y a la réalité de comment est-ce que tu mets ça en place. Moi, je fais partie des gens qui sont dans la réalité, dans la pragmatique. C'est ma nature, c'est ma personnalité. Je ne pourrais pas faire autrement. Je pense que c'est très important qu'il y ait ces personnes-là qui soient beaucoup plus dans ce tour de contexte très il faudrait, l'idéal serait que, évidemment, parce que ça ouvre les horizons, ça ouvre les chemins. Et ça permet ensuite à des gens comme moi d'essayer de voir, de la théorie à la pratique, comment est-ce qu'on met ça en place, où est-ce qu'on va. Mais par contre, il faut en effet accepter que la perfection n'existe pas. La pureté n'est pas désirable et que ça va prendre du temps. Voilà. Mais que, en tout cas, il faut mieux faire que ne pas faire et attendre un truc parfait. Sur la partie pureté, j'étais ressorti du podcast avec Arthur, je reparle de lui parce que ça m'avait beaucoup inspiré. Il disait les plus grands écologistes ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Parce qu'en fait, on ne sait pas toujours ce qui pollue ou pas, en fait, finalement. Et j'avais bien aimé son discours parce que parfois on a l'impression que, je sais pas, par exemple le Parisien qui est avec son iPhone et qui a l'air un petit peu de s'en foutre, on peut avoir peut-être des préjugés alors qu'en fait il est beaucoup plus écologiste que celui qui habite peut-être en province mais qui a 1 heure de son lieu de travail et qui prend la voiture tous les jours en aller-retour. J'avais bien aimé cette idée-là de... on ne sait pas toujours tu vois, à quel point on est écologiste. Tu vois, je crois qu'il m'avait donné le nom d'un site pour mesurer ton impact carbone. Je le remettrai en commentaire. Il y en a 1000, il m'avait envoyé. Mais j'aimais bien cette idée-là parce que parfois aussi, dans les discussions, je sais pas, on va te pointer du doigt parce que tu as un iPhone ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, on ne mesure pas que, je sais pas, par exemple, celui qui prend la voiture tous les jours, en gros, il est au niveau max. C'est-à-dire que même si tu as l'iPhone, tu consommes grave, je sais pas, tu prends 2 bains par jour, tu vois. Et en fait, lui, il va moins consommer que celui qui prend la voiture tous les jours. Oui, bien sûr, c'est une histoire de terme grandeur. Après, qu'est-ce qu'est être écolo, tu vois, c'est la définition. Mais en effet, en termes d'impact CO2, parfois, tu as des personnes qui, en effet, pensent trier leurs déchets, c'est suffisant. Je sais que j'avais une amie d'amis qui m'avait raconté que son père était DG d'une très grosse boîte et que il tenait beaucoup à recycler ses capsules Nespresso et donc il les ramenait en jet pour les faire recycler. Voilà, donc à ce moment-là, en effet, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Il faut aller... Oui, je sais pas s'il y en a beaucoup. Après, je pense que moi, j'évolue dans un petit cercle maintenant où les personnes sont un peu plus au courant. Mais en effet, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les ordres de grandeur. Son argent à la banque, ça a un énorme impact. On n'y pense pas assez. C'est pour ça qu'il faut... Mais ça, par exemple, c'est un truc auquel on pense jamais. Par exemple, admettons, par exemple, tu as une grosse fortune. Tu t'es à fond écologiste, etc. Et tu as genre 100 millions d'euros. Mais si tu la mets dans une banque qui place 95% de cet argent dans des énergies fossiles, en réalité, tu es en train de grave polluer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais tu t'en indirectement, en fait, mais sans t'en rendre compte. Tu soutiens et tout, c'est très important, comme tu soutiens avec ta consommation, comme tu soutiens avec ton vote et tout. Donc en effet, c'est tout ça, et toute l'idée de Green Dot, c'est de pouvoir reprendre le pouvoir sur ce que son argent finance. Parce que de 1, tu n'en as pas forcément conscience, et de 2, tu n'avais pas forcément la possibilité ensuite de choisir. Donc Green Dot, c'est te donner conscience de ça et de te donner l'outil pour reprendre le pouvoir là-dessus.
Donc oui, évidemment, il y a plein de choses à faire, on n'y pense pas forcément. Après, tu vois, alors pour le coup, soyons provoques, une autre personne qui a fait énormément pour la transition énergétique et qui tu ne mettrais pas du tout, et même moi d'un point de vue idéologique, tu ne le mettrais pas du tout dans la case écolo, c'est Elon Musk. Elon Musk, il a créé une entreprise qui a réussi à faire avancer de manière incroyable les voitures électriques et les batteries. Voitures électriques et batteries, quand tu lis les rapports du GIEC et tous les rapports et tout, c'est très important pour dépolluer, enfin en tout cas défossiliser nos énergies, nos émissions de CO2. Et donc, les voitures électriques sont très importantes et sont un pan tout important de la transition écologique. Et Elon Musk a fait des avancées, nous a permis de faire des avancées qui sont incroyables. Oui, parce qu'il démocratise même tout un marché. Il a démocratisé, c'est quand même un mec qui a un cerveau et qui a réussi à faire des trucs de fou sur les voitures, les batteries et tout. Ouais, c'est l'exemple Après, ça ne veut pas du tout dire qu'on est pense, d'accord avec lui. Hein. Exactement. Vraiment, je le dis. Évidemment. Mais d'ailleurs, c'est un peu l'exemple justement d'un personnage qui peut être controversé dans le sens où il peut être ultra progressiste. Il doit être à un moment donné dans des désir un peu de transhumanisme, etc. Et en même temps, tu vois, sur l'écologie, avec c'est parfaitement normal qu'il soit controversé. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui a fait des gestes ultra border qu'on n'est pas du tout là à accepter. C'est pas du tout ce qu'il faut. En revanche, quand tu regardes les faits, il a créé une entreprise qui a fait que les voitures électriques ont été désirables, en tout cas à un donné, sur le marché US et donc sur tous les marchés des pays occidentaux. Et a fait beaucoup avancer cette industrie. Tu disais que la désirabilité était contagieuse dans une conférence. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus Parce que tu as parlé de désirabilité là. Par exemple, il y a une désirabilité, par exemple, je sais pas, pour t'acheter une voiture Tesla. Peut-être que ça peut être contagieux et du coup, c'est comme ça aussi que l'écologie va avancer par cette désirabilité qui se répand. Ouais, moi je crois beaucoup à la carotte et pas au bâton. Et je pense que nous ne sommes pas des animaux rationnels, que les choix qu'on fait, c'est pas après avoir analysé rationnellement choix 1 et choix 2. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres variables qui entrent en compte, notamment l'influence que les gens ont sur nous, et notamment l'influence de personnalités qui sont un peu plus leaders que d'autres, qu'on respecte un peu plus que d'autres. Tu vois, moi, si Karl Lagerfeld me dit « ça c'est beau, ça c'est pas beau », voilà, c'est une personnalité qui va plus induire mon choix. Sur certains aspects. Et du coup, je pense que c'est très important d'avoir avec nous ces leaders et d'avoir aussi cette désirabilité de l'écologie. Mais alors du coup, est-ce qu'on pourrait se poser la question de est-ce que ce qui est désirable, est-ce que c'est inné ou acquis ? En gros, est-ce que je nais avec en moi le savoir de ça c'est désirable, ça c'est pas désirable ? Ou est-ce que c'est la société et notre environnement autour de nous qui va venir te dire ça c'est désirable, c'est pas désirable. Et justement dans mon TEDx, je prends un exemple très important, je trouve, c'est le mulet. Le mulet, les amis. Le mulet, à mon époque, c'était pas possible. Tu ne pouvais pas être un homme désirable, je ne pouvais pas avoir de l'attirance pour toi si tu avais un mulet. Aujourd'hui, le mulet fait un comeback incroyable et des personnalités très en vogue. Je me souviens, celle qui a joué dans Euphoria, je suis nulle en nom. Tu l'as mise dans ta conférence TEDx, tu as mis la photo comment elle s'appelle ? Elle joue dans Dune, dans Euphoria et tout. Ah oui, je vois, ouais. Ok. Bref, aidez-nous évidemment. Et elle a un mulet, c'est une des femmes les plus désirées aujourd'hui et tout. Donc voilà, je pense que c'est très important de se dire en effet que la désirabilité, c'est acquis. Qu'aujourd'hui, ce qui est désirable, c'est d'avoir une grosse voiture qui fait du bruit, prendre l'avion pour n'importe quoi et polluer comme si on n'avait rien à foutre. Et peut-être que demain, ce qui est désirable, c'est de prendre soin justement de sa santé en faisant plus de sport et en mangeant moins de viande. C'est peut-être avoir une voiture qui au contraire fait pas du tout de bruit. Peut-être que c'est le silence qu'on va adorer. Et du coup, une voiture électrique ou un truc comme ça. Peut-être que c'est surtout pas prendre l'avion, parce que l'avion c'est ultra old school, c'est pour les vieux, j'en ai rien à foutre. Moi je prends que le vélo maintenant, électrique, ou je sais pas, un autre moyen de se déplacer, ou je ne sais quoi. Donc, tu crois dans le changement en fait. Tu crois dans le changement, tu crois que quelque chose qui n'est pas désirable aujourd'hui peut l'être demain. Mais bien sûr, le mulet, que les choses évoluent, c'est pas l'inné, c'est de l'acquis, ça évolue. C'est-à-dire que demain, il peut avoir une désirabilité beaucoup plus forte sur l'écologie. Oui, et aujourd'hui, qu'il y a moins c'est pas forcément porté par des gens qu'on juge désirables, par les key opinion leaders, et du coup, on se dit, ok, finalement, l'écologie. Mais il y en a de plus en plus quand même. On parlait d'Hugo Clément, Arthur Obeuf, toi, enfin voilà, vous êtes des personnalités qui. Je sais pas si je suis. Toi, t'es présente sur LinkedIn, pas mal.
Bah, Un petit peu comme si dans l'écosystème, en tout cas, entrepreneurial je sais français. pas si j'influence des gens, s'il y a des gens qui se disent ok, si elle fait comme ça, peut-être que ça m'intéresse et je vais regarder plus. Je l'espère en tout cas. Mais je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de gens, notamment de la culture, parce que c'est surtout ces personnalités qui influencent beaucoup, des acteurs, des chanteurs, des réalisateurs et tout ça. C'est tout l'univers, tu vois, des réalisateurs. J'avais lu une étude qui est très intéressante. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie, je pense c'est 30 ou 40% des personnes en France qui se considèrent comme écolos. Et pourtant, dans les films, c'est complètement sous-représenté. Et l'écolo du film, c'est la meuf qui est là à bouffer un céleri et à te dire « Ah non, c'est pas bien, je sais pas quoi, tu viens en acrylique ou je ne sais quoi. » Bref. Et ça, c'est une représentation de ce qu'est un écolo qui n'est pas du tout désirable. C'est toujours le mec qui est chiant, qui est no fun, tout ça. Alors que si, dans les films, on avait une représentation de l'écolo où c'est le mec ultra beau ou la meuf ultra désirable, qui sont smart, qui réussissent dans la vie, qui sont plus heureux que les autres et tout le monde se dirait peut-être ah bah ouais en fait peut-être que j'ai envie de ressembler à ce personnage dans ce film. C'est vrai que dans les films, moi des films que j'ai vus, attention à ce que je vais dire, mais c'est vrai que le profil écolo, c'est le profil un peu boring parfois dans les films. Mais non, au-delà de boring, c'est le rabat-joie. Ouais, un peu genre. Rabat-joie, dans le film, c'est pas la caricature mi en Sarwell, mi qui paye en coquillage. Enfin, t'as toujours un peu cet extrême. Un peu marginal presque parfois. Oui, c'est vraiment l'écolo, c'est un peu 68 heures comme tu t'imagines et tout. Et tu te dis, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie d'être l'autre mec qui est là à dire, allez, je t'emmène en jet et tout. Bien sûr, c'est ça qu'il faut qu'on change. Il y a un truc à faire dans la culture. Bien sûr. Bien sûr. Et je voudrais finir là-dessus. Zendaya. C'était Zendaya. Ah oui, Zendaya, c'est ça, exactement. Je cherchais le nom. Zendaya. Mais c'est vrai que j'aurais pas pareil que le mulet reviendrait à la mode un jour en tout cas. Non, et pareil, j'ai parlé de Kim Kardashian, le corps de Kim Kardashian. Excuse-moi, quand j'étais jeune, c'était impossible, c'était pas désirable. Moi, on me disait qu'il fallait que je ressemble à Kate Moss pour être la plus belle femme du monde. T'as raison, les mannequins, il y a quoi, 15 ans, c'était que des. C'était comme ça, c'était anorexique, on va dire. Et aujourd'hui, c'est Kim Kardashian. C'était pas Elsie du tout, ça fumait, le maquillage qui coulait et tout. Aujourd'hui, c'est un maquillage qui est impeccable, c'est des fessiers qui sont toujours plus galbés et importants. C'est des seins aussi, beaucoup de seins. Alors ça évolue, les choses changent. Les choses changent et évoluent. Et ça change, c'est donc une preuve que c'est acquis et une preuve que ça peut changer vite. Et je pense qu'on peut changer la désirabilité. Et tout ça, ça passe aussi par la culture et tout ça. Après, il y a un truc un jour, on financera des films aussi. Pas mal ça. Bien sûr. Pas mal ça. Et après, je pense que là où tu grandis, ça peut pas mal aider. Je vais encore citer Arthur, il va dire il parle que de moi. Mais en gros. Tu me citeras autant dans son prochain podcast. Voilà, exactement, je te citerai autant. Mais en gros, le fait je pense, de grandir, par exemple, dans la nature, je pense que. Alors, c'est de l'acquis aussi, c'est pas de l'inné, parce que du coup, t'es déjà né et tu grandis dedans, mais ton éducation et là où tu vis, ça peut quand même t'aider un petit peu, parce que finalement, quand tu grandis dans la nature, mine de rien, tu vas peut-être y être plus sensible, j'ai l'impression. Alors je pense que pour le coup il y a beaucoup de dîners parce qu'on reste des animaux on reste des animaux et il y a les deux en vrai, il y a inné acquis. Voilà, mais on est très liés à la nature, c'est juste qu'il y a des gens qui s'en sont plus conscients ou pas. Mais tu vois par exemple, il y a des scientifiques qui se sont demandé pourquoi est-ce que le chant des oiseaux nous apaise. Et en fait il se trouve que c'est quand nos ancêtres arrivaient dans une forêt où il y avait les chants des oiseaux, ça veut dire qu'il n'y avait pas de danger imminent. Donc tu vois, tout ça c'est encore beaucoup d'inné dans notre ADN et tout. Évidemment, quand tu nais dans la nature, tu te connectes beaucoup plus vite à cet aspect de toi, tu comprends beaucoup plus vite pourquoi c'est important. Et encore une fois, revenons à la désirabilité. Il y a peu de figures désirables en campagne. Aujourd'hui, réussir dans la vie, c'est d'avoir un gros appart, une grosse maison en ville. C'est même pas son petit jardin, c'est des trucs où alors si tu as son jardin, ton buis, il dépasse pas d'1 millimètre et tes arbres, ils sont taillés en carré. Tu vois, donc tu renies énormément. Donc, mais je pense qu'on peut changer ça et de plus en plus, tu peux avoir par exemple David Beckham. Excuse-moi, David Beckham, je sais pas si tu as vu, il a fait un Reels. Aujourd'hui, sa passion, c'est son potager en campagne. Ah oui, si j'ai vu. Moi, je veux plus de David Beckham dans la vie, c'est tout. Ça, c'est pas mal. Bah oui, c'est génial. J'ai une étude pour toi qui va te plaire quand tu es dans les bois, quand tu es dans la forêt et que tu regardes les arbres. Ton activité cérébrale, et ça c'est prouvé scientifiquement, elle diminue de 80%. Oui, mais peut-être je me trompe, faudra vérifier, mais ça diminue en tout cas. Alors ça, je sais pas, mais je sais aussi que les arbres, il y a des choses Déjà, ils communiquent entre eux. Ça, c'est Arthur qui me l'a appris, je vais le reciter. Oui, bien sûr. Déjà. Ah, mais t'as trop de choses à apprendre encore en relation écologique. J'ai fait aussi je vais citer un autre épisode avec Ciné, que peut-être tu as croisé, qui parle de biomimétisme. Ça, je le mettrai aussi pour les gens qui s'intéressent à ça, à la nature. Non, mais en fait, il y a des choses qui se sécrètent et que nous, on reçoit et qu'on perçoit et qui font que ça nous détend.
Et donc, tu as beaucoup de médecins, notamment en Asie, mais ça se fait de plus en plus aussi en France, qui prescrivent. Il y a des thérapies. Oui, mais au-delà même des prescriptions de se balader en nature. Et ça semble complètement déconnecté. Évidemment que, il faut qu'on arrête de se prendre non plus pour des oufs. On reste des animaux qui ont été créés dans un certain environnement. Évidemment qu'on est lié à cet environnement. Ton cerveau, on a vécu dans des forêts, je sais pas pendant combien d'années. Là, ça fait 200 ans, je sais pas, qu'on est dans des villes. Évidemment que t'es pas le ratio, heureux dans le un cerveau, truc en béton. Évidemment que tu ramènes des plantes vertes chez toi. Évidemment que t'aimes la lumière jaune et pas la lumière blanche. Tout ça, il faut juste en avoir conscience. Mais on est tous extrêmement réceptifs à ça. Pour finir, les politiques ont essayé de faire bouger les choses pendant longtemps. Et moi, j'ai toujours pensé que ça serait les entrepreneurs qui le feraient. Ouais. C'est le bon exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut juste devenir un citoyen actif ? Tu vois, comme tu l'as fait, de lancer ta boîte, changer les choses, parce qu'en fait, les politiques, c'est trop long et il faut être acteur, on va dire, du changement. Sinon, si on se remet aux politiques et à l'État, c'est perdu d'avance. Il suffit de voir Elon Musk avec les voitures électriques, tu vois. Deux réponses. Les politiques, ça fait longtemps qu'ils sont plus précurseurs, ils sont juste en réponse à l'opinion publique. Et deux, qu'est-ce qui a le plus changé ta vie dans les dernières années ? Est-ce que c'est Hollande ou est-ce que c'est Meta ? Est-ce que c'est Sarkozy ou est-ce que c'est Google ? Est-ce que c'est Macron ou est-ce que c'est ChatGPT ? Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, Elon Musk. Voilà, je cite trois de la tech parce que c'est ceux qui sont vus en premier, mais t'en as 1000 autres. Donc, moi, je pense aujourd'hui que les entreprises ont beaucoup plus d'impact dans nos vies, impact négatif ou positif, je ne sais pas dit que c'était que positif, ce que je viens de citer, et surtout, ces entreprises qui peuvent arriver d'un point de vue mondial. La France, ce n'est pas le centre du monde. Si tu arrives à être président de la France, tu as beaucoup de moyens et d'énergie à déployer pour essayer de faire changer un iota. Si tu arrives à être une entreprise de la taille de Nvidia ou de ChatGPT, ou même en dessous, d'OpenAI ou d'en dessous, tu peux vraiment avoir un impact sur plusieurs marchés majeurs et donc sur plusieurs groupes de population majeurs et donc vraiment changer les choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise est l'unité dans notre société qui a le plus de potentiel de catalyser un changement pour de vrai. J'ai une dernière question pour toi que j'ai oubliée, qui est plus technique, parce que je pense que les gens mettent leur argent à la banque pour une notion aussi de confiance, tu vois, donc ils prennent des banques qui existent depuis toujours. Et c'est que si tu places ton argent dans Gringot, vu que c'est une nouvelle banque, une néobanque notamment, on peut peut-être avoir la peur de se dire, si la boîte fait faillite, est-ce que je perds mon argent ? Comment ça se passe, tu vois, si je deviens client, que je mets une grosse somme d'argent sur le compte et que Gringot un jour n'existe pas, je te souhaite pas du tout ça, évidemment. Mais en tant que consommateur, est-ce que je suis protégé ? Mais oui, mais ça, on en a parlé, tu vois. C'est justement, quand tu crées une fintech comme ça, tu es au même niveau de sécurité. Ton argent, in fine, il a la BCE comme les autres banques. Tu as le même niveau de réglementation et de régulation que les autres banques et acteurs. Donc, dans toute ta chaîne de valeur, tu es sécurisé exactement au même niveau. Donc, si demain, il y a un tsunami... On dit que les banques, si elles font faillite, elles te remboursent que 100 000. Il n'y avait pas un truc comme ça ? Non, pas du tout. Si les banques... en fait, c'est si tu as en effet une banque qui fait faillite, sachant que... Alors, le risque zéro n'existe jamais, n'existe pas, évidemment. Mais comme on l'a dit, ça veut dire énormément d'instabilité politique, sociale et tout ça économique. Donc, tu as très, très peu de contexte dans lequel on laisserait une banque française, notamment une banque systémique, parce que les banques françaises sont des très grosses banques. On est très fort en banque en France. C'est-à-dire que si la BNP tombe, par exemple, c'est le système financier mondial qui tombe. Voilà, donc il y a peu de chance. Mais imaginons, en effet, tu as un fonds de résolution et de régulation qui fait que ça te rembourse à hauteur de 100K par compte. Voilà, mais voilà, cette échelle. Disons que si on arrive là, ton compte Gringot, ça sera pas ton compte bancaire, ça sera pas ton premier sujet. Si on enlève BNP, juste Gringot isolé, si je suis client Gringot et que Gringot fait faillite, est-ce que je perds tout mon argent ou pas ? Mais non, mais pas du tout. Mais je sais pas comment te le dire, évidemment que non. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont sûrement peut-être clients déjà ou qui veulent devenir clients. On se pose la question en tant que consommateur, donc ça peut les rassurer. Un tsunami, une invasion de fourmis ou un truc pour Gringot et qu'on ferme demain. L'argent est rendu. Point. Okay. Voilà. Aujourd'hui, les fonds de Gringot pour le compte courant, parce qu'on a l'épargne et le compte courant, pour le compte courant, ils sont cantonnés chez Arkéa. D'accord ? Et Arkéa les cantonne à la BCE, Banque Centrale Européenne. D'accord ? Si Gringot tombe, il y a Arkéa. Si Arkéa tombe, il y a la BCE. OK ? De facto. Et l'argent est là. Ensuite, sur l'épargne. L'épargne, c'est de l'investissement. Nous, on propose un PER et une assurance vie. L'argent qui est dans cette assurance vie PER, il est investi.
via les tuyaux de Generali. Generali, un des plus gros assureurs, donc mondiaux et européens, qui gèrent plusieurs centaines de milliards. Voilà. Donc si Greengut tombe, Generali rend l'argent. Si Generali tombe aussi, cet argent, en fait, il est investi. Il est investi dans des fonds, donc il est pas dans un coffre ou quoi que ce soit. Il y a en fait, rien si Greengut tombe, en gros, Generali rend l'argent directement au consommateur. Ou alors tu décides de le continuer à l'investir ou tout ça. Ça n'existe pas, tout ça. Si demain BNP tombe, pareil, ça n'arrivera pas, mais tu as l'argent qui est à la BCE, une partie des fonds qui sont à la BCE et tout, et ça est toujours racheté par une autre banque ou un truc comme ça. Donc en fait, tout est fait. En fait, le système est fait pour mettre de tels obstacles à l'entrée et pour mettre de tels niveaux de sécurité qu'il y a très peu de nouveaux entrants, parce qu'en effet, il faut être un peu fou pour essayer de faire un truc comme ça. Et surtout, il est fait pour protéger au maximum les épargnants, parce qu'en protégeant au maximum les épargnants, il protège aussi les intérêts des acteurs politiques et financiers et tout, et donc de toutes ces personnes qui dirigent tout ça. Donc évidemment que rien n'est fait pour finalement faciliter la vie d'un nouvel entrant et d'une fintech. Tout est fait pour faire en sorte de sécuriser au maximum les autres acteurs, quitte à surcharger au maximum les fintechs, mais c'est le jeu, c'est normal. Bien sûr. Ok, non mais je le demande toujours aux gens qui ont des fintechs, parce qu'au final c'est une question récurrente, et du coup les gens qui viennent écouter les formats podcast, c'est aussi peut-être pour se rassurer sur, tu vois, quand ils sont clients, même s'ils veulent devenir clients. Dès que j'ai une fintech, je demande toujours, et en fait j'ai tout le temps la même réponse. Mais bien sûr, mais elle est parfaitement légitime cette question, mais elle est aussi témoin du manque de culture financière qu'on a en France. Et ça, c'est un autre sujet, tu vois, à quel point c'est tabou. Finalement, on n'en parle jamais, mais c'est l'éléphant dans la pièce. Et ça fait que les Français ne savent pas investir et n'investissent pas. Ça fait qu'en France, on a une épargne qui est incroyable, mais qui littéralement ne travaille pas, qui est au chômage, qui est vraiment sur son canapé à se gratter. Alors que des plus petits pays ont constitué des fonds souverains, des trucs qui sont incroyables et qui pèsent vraiment via ce levier, qui est un des leviers les plus importants au monde, à savoir l'argent, sur d'autres décisions, sur des industries, sur d'autres pays et tout. Donc c'est très dommage. Et donc nous, avec Greenut, on a tout un autre pan qui est vraiment de détabouiser. Justement, on parle beaucoup avec des acteurs, tu vois, on interroge des politiques, c'est quoi le rôle de l'argent en politique, c'est quoi les arcanes du pouvoir avec l'argent et tout ça, comment est-ce que tu investis ton argent. On parlait de ça avec des ultra-trailers, avec des sportifs, avec des réalisateurs, avec des milieux de la culture, de tout, pour vraiment soulever le voile de l'argent et aussi de leur Bien secteur. sûr. Et comment est-ce qu'on est là tous d'accord à se dire que avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire être une bonne personne. C'est pas relié en fait. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être un énorme connard, et très peu d'argent et être très bien, et inversement. Donc l'argent n'est pas synonyme de la valeur d'une personne. Et sauf qu'en France, Évidemment. on a trop fait ce lien-là, et donc on a trop peur de dire à combien tu gagnes, tout ça, parce qu'on a trop peur d'être en dessous et de se dire ok, je suis peut-être pas une assez bonne personne. C'est complètement différent. Et on a tous 1000 exemples dans nos entourages. Je suis entièrement d'accord avec Donc toi là-dessus. parlons-en, c'est ok, c'est un moyen, c'est pas une fin. Je l'ai prouvé dans ma vie plein de fois. Oui, c'est un J'ai moyen. rencontré des entrepreneurs ultra successful qui étaient des gros cons, je le dis toujours. Oui. D'ailleurs, en fait, moi, ça a été un sujet dans ma vie, parce que je pensais que quand tu réussissais, c'est parce que tu étais une bonne personne. En gros, j'ai pensé ça au début. Bah voilà. Et en grandissant Comme après beaucoup. et que j'ai rencontré des gros cons, je me suis dit putain. Comme beaucoup de personnes, sauf que tout le monde n'a pas accès à justement ces personnes très riches et tout, et donc elles se font une idée et tout, alors que évidemment c'est décorrélé. Et il faut en parler parce que l'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen pour changer le monde autour de soi. C'est un moyen pour le faire ressembler à ses valeurs, à ce qu'on défend. Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus d'enfants qui travaillent ou au contraire qu'ils aient plus d'écoles? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de coupes rases de forêt ou au contraire qu'on en préserve plus? Tout ça, c'est le pouvoir qu'on a avec son argent. Il est très important de s'y intéresser pour reprendre le pouvoir. Sinon, si vous ne choisissez pas, quelqu'un qui choisit à votre place, c'est tout. Il n'y a pas un truc, genre un statu quo qui s'installe. Il y a juste quelqu'un qui choisit à votre place. Et ce quelqu'un, vous ne le connaissez pas, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas les mêmes intérêts que vous. Donc reprenez ce pouvoir, décidez ce que votre argent construit dans le monde en votre nom. Elle est cool la carte Greengut. Ouais, elle est pas en bois, non ou... Si, alors t'en as une en plastique recyclé, mais t'en as une aussi en bois. Ok, moi c'est celle en bois que j'avais trouvé ça sympa, je la trouve belle. Cool. C'est une belle carte. Ça peut être sympa aussi, non, mais c'est aussi une expérience, je trouve, d'être dans une banque comme Greengut, c'est être aligné avec ses valeurs. Tu vois, je pense qu'il y a une quête de sens aussi chez les gens de plus en plus. Donc, tu vois, je serais pas étonné que de plus en plus de gens se tournent vers des solutions comme la tienne.
c'est tout bête, mais en fait, à chaque fois que tu sors ta carte Green Got en bois que t'aimes bien avec les valeurs, c'est un lifestyle. C'est un lifestyle. C'est un lifestyle. C'est pas un truc commodity et tout, en effet. Exactement. C'est vraiment un peu plus, pour le coup, l'inverse d'un Revolut ou d'autres banques comme ça, qui sont vraiment là où tu la prends parce qu'il se trouve que le jour-là, c'est moins cher. Là, il y a plus de valeurs. Tu peux être plus aligné avec tes valeurs. Nous, normalement, quand tu nous as rejoints, tu connais un peu plus l'histoire, tu connais les gens qui l'ont créé, tu connais les projets qui t'intéressent, tu choisis à quel assaut tu veux donner, tu regardes quels sont tes investissements, tu viens à nos pots, on fait énormément d'événements avec des conférences et tout. Voilà, c'est pour ça que tu as du bouche à oreille aussi, parce que finalement, c'est tout un mouvement et les gens s'en parlent et les gens rejoignent. C'est du bouche à oreille. Ouais. Moi, j'ai pas les moyens de faire 5 minutes de pub avant quotidien. C'est dingue ce que vous avez réussi à faire. Franchement, c'est impressionnant en termes de développement. 150 000 utilisateurs. Ouais, mais tu vois, avec des budgets marketing. C'est vraiment parce que les gens rejoignent parce qu'ils veulent être alignés avec leurs valeurs. Mais quand il y en a certains qui mettent 100 millions dans le marketing, nous, on met 100 millions dans des projets et de l'investissement green. Voilà, on a choisi nos priorités, c'est tout. Super. Bah écoute, on va finir là-dessus. Je mettrai en commentaire YouTube ton LinkedIn, peut-être les gens qui veulent te suivre, parce que tu publies pas mal de contenu qui marche bien d'ailleurs. T'es doué en marketing, je trouve, et tu vois, même l'histoire de Green Got, le lingot vert, je trouve ça sympa. J'aime bien. Il y a d'autres références aussi, tu verras. Et la ruse du renard, j'aime beaucoup aussi. La ruse du renard. En tout cas, donc le profil LinkedIn, je mettrai le lien du site internet s'il y a des gens qui veulent s'inscrire. Est-ce qu'on pourrait créer une petite promo? Je le fais toujours avec mes invités qui voudraient découvrir Green Got et qui pourraient avoir un petit avantage mais meilleur que chez les autres, que tu as un meilleur que tu as donné ailleurs. Il n'y a personne d'autre qui en a un. Ah ok, donc, personne voilà. Non. Et tu verras, il y aura du monde, je pense, parce que je suis suivi par beaucoup de gens qui sont curieux, qui sont aussi technophiles. Et en plus, j'ai fait pas mal de contenu, notamment avec d'autres personnes écologistes. Donc est-ce que tu peux faire une belle promo pour les gens qui veulent rejoindre Green Got et s'abonner? Écoute, je te propose d'offrir 2 mois à ta communauté. 2 mois, c'est sympa. Illimité? C'est-à-dire que si je te ramène 10 000 personnes... Illimité. Et à vie ou pas? Je négocie toujours tout bien au début, comme ça après. Alors c'est pas possible. Non, mais à vie, c'est-à-dire que pas à vie par la personne, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit, elle a les 2 mois gratuits et après c'est tout pour toujours. Mais par contre, si dans 2 ans j'ai quelqu'un qui trouve le code promo et qui veut s'inscrire, qui puisse encore s'inscrire et bénéficier de cette offre. Oui, disons qu'on le fait. Parce que moi, mon contenu il continue de vivre après, tu sais, j'ai des gens qui regardent encore mes vidéos 5 ans après, tu vois. Ok, alors pour 5 ans. Super, super content. On verra combien. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas en dessous de la vidéo YouTube, on leur répondra avec plaisir. Donc, je mettrai le code promo, donc LBT comme les initiales de Little Big Things avec le chiffre 2 pour 2 mois gratuits. Go. Et donc, du coup, sur un abonnement autour de, je t'avais dit 10 € par mois, en tout cas, c'est la moyenne. Soit l'essentiel, soit le 20 premium. €. C'est sympa. Ouais, c'est ça, un peu plus. 20 €. Et ils pourront demander la carte en bois que j'aime bien ou pas? Oui. Ok, super, parce que j'aime bien cette carte. Ouais, on n'est pas fan des frais supplémentaires et tout. Tu payes. Oui, il n'y a pas de frais cachés après, c'est ça. Non, t'as tout. Okay. T'as 0% de frais à l'étranger, t'as ta carte, t'as l'accès. Et je pense que les gens qui ont écouté l'épisode jusqu'à maintenant, de toute manière, ne rejoindront pas Green Got pour la promo. Alors, ils sont contents d'en bénéficier, mais je pense qu'un peu comme moi, c'est cool de pouvoir avoir un impact à la hauteur de ce qu'on peut posséder et d'être aligné avec ses valeurs, tu vois. Et de plus en plus, alors moi, je trouve que c'est plus avec l'âge que ça s'est fait. Tu vois, je trouve que si tu prends de la sagesse en grandissant, tu vois, à 25 ans, par exemple, je pense que j'aurais pas du tout tenu le discours que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois, 10 ans plus tard, 36 ans, c'est plus important pour moi, tu vois, de choisir des projets qui sont alignés avec mes valeurs. T'as l'expérience de ce qui est important dans la vie, c'est tout. Mais je pense que ça se fait en grandissant aussi, je pense. Mais nous, pour être tout à fait honnête, notre moyenne d'âge, elle est à 33 ans de nos membres. Mais tu vois, je suis donc pas c'est étonné. des personnes qui sont tu assez dans la vie. Au-delà de sensibiliser, c'est vraiment des gens qui ont fait leurs expériences et qui savent qu'est-ce qui est important pour eux, où est-ce qu'ils veulent mettre de la valeur. Des personnes qui sont dans la vie ou qui ont un premier enfant, qui savent qu'ils veulent construire un patrimoine et tout. C'est juste ça. Et nous, c'est très important parce qu'on sait aussi qu'on va les accompagner du coup jusqu'à leurs 80 ans. Combien vous avez Dernière question, parce que tu peux savoir combien chaque personne décarbonise. Est-ce que tu as le montant global, on peut finir peut-être là-dessus, de Green Got? Combien vous avez de décarboné, ou je sais pas, la data que vous mettez dans les tableaux de bord au global, tu vois, parce que le chiffre il doit être important. C'est important, mais justement, en effet, on le met pas vraiment en avant parce qu'on veut pas que ça soit non plus un outil en mode du coup, si j'ai je sais pas, moins 10 tonnes grâce à Green Got, je vais pouvoir faire plus 10 tonnes ailleurs, tu vois. Donc on pense que de 1, c'est un KPI, une mesure
qui n'est pas forcément comprise. Qu'est-ce que ça veut dire 10 tonnes de CO2? C'est un truc transparent dans l'atmosphère. Après, ça pourrait être un bon hack marketing peut-être de le mettre et de mettre un petit bouton partagé sur ses réseaux en mode d'être fier, tu vois. Moi, si je suis client Green God, de me dire à la fin de l'année, chaque année, je me fais un petit partage. T'as ton récap. Tu vois. T'as ton récap. Si C'est un Spotify rap et tout, tu l'as Ok. direct et tout. Mais on communique plutôt sur. Comme on se voit vraiment comme un mouvement de ce qu'on a fait ensemble. Et tu vois, un des chiffres importants, c'est les 2,5 milliards, c'est les 200 millions sous gestion. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes, parce que ça commence à représenter quand même un peu d'argent. Et encore une fois, ça reste une petite goutte dans l'océan. Donc, on attend rapidement notre étape à 1 milliard sous gestion, à 20 milliards. 200 millions, c'est énorme. Vous avez réuni 200 millions d'euros, c'est fou de se dire ça. C'est bien. Et en même temps, BlackRock, c'est 12 000 milliards. Ouais. Donc, moi, j'attends quand on sera à 12 000 milliards. Oui, parce que plus tu as d'argent, on en parlait, de l'argent, c'est l'impact à la fin. Donc, plus vous allez réunir d'argent, plus vous allez avoir d'impact sur l'économie. Oui, je vais insulter personne en rappelant que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que j'aime bien. On va finir là-dessus. On a commencé en parlant business. Je suis content. On a parlé beaucoup business. Et effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour avoir un impact fort écologique, avoir une approche avec un business model, etc., ça peut être cool. Donc, en tout cas, bravo à toi pour ça. Merci. Et on te réinvite. Peut-être tu pourras repasser quand tu auras dépassé le 1 milliard sous gestion. Grave. Allons-y. Dans 6 mois, alors. Bah putain, ça serait beau dans 6 mois. En tout cas, merci Maud pour ton temps et voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, à toi aussi.